Bonsoir à tous, bonsoir, vous êtes sur Blaireau & Co. Blaireau & Co, c'est l'émission du mardi soir, l'émission du lundi midi, et là, exceptionnellement, messieurs, l'émission du lundi soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc vous êtes en direct sur Twitch, vous êtes en rediff sur YouTube, si tout va bien, on verra si j'ai le temps de monter. Blaireau & Co, c'est l'émission donc, du lundi, du mardi et du midi, ça je l'ai déjà dit. Et en exclusivité sur notre plateau, donc on a notre fantastique Jordan X. Salut à tous. Eh oui, le célèbre Jordan X, l'islamo-gauchiste. Non, non, l'islamophobe, on sait pas ce que t'es. Ouais. Avec ce soir, pour vous servir, Franck de Matador, de la chaîne Matador et de la chaîne 507 heures. Bonsoir Franck. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de te revoir, Franck, encore une nouvelle fois sur notre fantastique live. C'est pas la première fois qu'il vient. Non, c'est pas la première fois, Franck. Ouais. Ah, ok, cool. Et en exclusivité ce soir, pour vos beaux yeux, mesdames et messieurs, Quentin de la chaîne Monsieur Contradico. Bonsoir Quentin. Merci, salut à tous. Première fois pour moi. Ouais, j'espère que ça va être cool. Donc Quentin, vas-y, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Quentin, voilà, c'est alias Monsieur Contradico. Moi, j'ai une chaîne YouTube du même nom où je fais des vidéos de vulgarisation sur la rhétorique et l'esprit critique, et j'essaie de prendre des cas concrets comme le nucléaire, le bio, notamment aussi, il me semble avoir fait récemment des vidéos sur les pyramides, l'éloquence, pourquoi les femmes sont nulles en maths, des choses comme ça. Toujours les petits sujets qui fâchent parfois. Hein. Exactement. Le but, c'est d'aller toujours chercher le contre-pied de sujets, d'idées reçues et d'idées qu'on a sur certains sujets. Et à côté de ça, là où je publie le plus, c'est vraiment en format court sur les applications type TikTok, Instagram Reels et YouTube Short, où là, vraiment, je fais de la vulga d'autour de 1 minute. Et là, mon format est le plus emblématique, on va dire, si je me la raconte un peu, c'est comment répondre à quelqu'un qui nous dit. Et donc je prends des extraits de politiques, d'influenceurs qui disent une bêtise, et derrière j'explique en quoi c'est une bêtise et comment est-ce qu'on pourrait lui répondre si ça nous arrivait en vrai. L'idée, c'est que les gens puissent avoir un petit peu une boîte à outils de comment s'en sortir dans ce genre de situation. Ouais, nickel. Et puis t'as toujours ton nœud papillon là aussi? Je l'enlève de temps en temps maintenant. Oh non, sérieux? Oui, sérieux? Remboursé Contradico? Ouais, c'est vrai ça fait 2 ans que j'ai ce nœud pape, 4 ans même, peut-être maintenant. Bon, voilà, je change un peu. T'as vu, je mets des bretelles de temps en temps, je suis à fond. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait combien de temps que t'as ta chaîne? Alors, février 2017 pour la chaîne YouTube, et TikTok, ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant. Et t'as un petit peu explosé il y a quelques temps, quoi. Là où moi, je marche très bien, quasiment 200 000 abonnés sur TikTok et plus de 100 000 sur Insta, ouais. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. T'as vu ça? On est des petits joueurs, je vois. Et moi, j'y suis depuis 2015. Moi, je galère avec mes 28 000 abonnés. Ouais, t'as trouvé le petit format qui va bien. Hein. T'as foncé sur les shorts et tout ça, les formats courts, et faut dire, t'en as pondu des vidéos. Hein. Ah bah oui, de mémoire, je dois être à... Non, je vais dire une bêtise, mais je dois être entre 100 et 200 vidéos, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Oui, oui, messieurs, il faut vraiment qu'on fasse des formats courts. Hein. C'est ce qui marche. Hein. Ouais, 146 vidéos, tu as. Ah bah voilà, tu vois. Mais il y a pas toutes mes vidéos sur je suis sur YouTube, moi. Sur YouTube. Mais ouais, 140, c'est pas tant que ça pour autant de temps. Non, c'est pas tant que ça. Après, chaque vidéo courte, moi j'essaie quand même d'avoir la casquette esprit critique, donc ça veut dire que je vais quand même vérifier mes infos. 475 000 vues. Oh. Ouais. Mais 475 000 vues sur YouTube, c'est quoi ton record sur les autres plateformes? Mon record sur les autres plateformes, ça doit être Insta, je dois être à 2 millions. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais 2 millions, ça rapporte de l'argent sur Insta, les vues ou pas? Non, sur Insta, ça rapporte pas d'argent. Par contre, sur TikTok, si. Ouais, sur TikTok, j'ai cru comprendre que c'était pas mal. Ouais. Mais ça rapporte plus que moins que sur YouTube, il me semble, non? C'est différent. C'est que sur TikTok, en gros, il n'y a pas vraiment cette notion de qui est le viewer. Alors que sur YouTube, c'est hyper important de savoir quelle est la typologie de viewer. Tu vois, les gens qui font du contenu pour les teenagers, pour les jeunes, eux, ils vont avoir des coûts de revient par minute qui sont plutôt faibles, alors que ceux qui font des contenus pour les CSP+, les cadres supérieurs, la 25-34 ans, eux, ils vont avoir des revenus par minute qui vont être beaucoup plus gros que ceux de TikTok. Alors que ceux de TikTok, c'est une moyenne, c'est quasiment pareil pour tout le monde, si j'ai bien compris. Et il faut faire des vidéos de plus d'1 minute. Ouais, c'est un peu comme ceux qui font des vidéos de finance. Eux, a priori, ils touchent à chaque pub, ils touchent 10 fois, 50 fois plus que nous. Je sais pas combien, mais c'est ça. Ouais. Et t'arrives à en vivre du coup, toi? Pas du tout. Ah bon?
Non, pas du tout. À 2 millions de vues, t'arrives pas à en vivre. Non, mais c'est quand même Ouais, non, hallucinant. pas du Hein. tout. Bah, parce que je fais pas 2 millions de vues à chaque fois. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Je fais pas de. Mais non, j'arrive pas à en vivre. J'arrive à me faire quelques centaines d'euros par mois grâce à TikTok, mais sinon le reste. Ah Non, ouais. je suis ingénieur à côté. Ah ouais, moi je pensais que enfin, vu le nombre de vues que tu faisais sur TikTok, je pensais que tu étais à genre 1000, 1500, tu vois, par mois. Ah, j'aimerais bien, Ah mais ouais. non, Ok. malheureusement non. Bah, c'est ce qu'on disait en off, Jo, avant que tu arrives, c'est que ce soit Quentin, que ce soit Franck. Alors moi, n'en parlons même pas, mais toi, je sais que c'est plus ou moins le même cas. C'est que bah, la création, c'est un peu ingrat pour en vivre, quoi. C'est super compliqué, quoi. Ah bah compliqué, oui, si vous faites des contenus compliqués comme les vôtres, oui. Après, si vous faites des contenus très simples comme moi, c'est pas si dur que ça. Hein. Mais après, moi, je parle pour mon cas perso. Mais oui, si tu veux faire du contenu travaillé, oui, pour en vivre, c'est compliqué. Ouais, mais t'as vu, enfin, Jo, pour avoir travaillé avec toi dernièrement là sur un script, tu travailles à une vitesse hallucinante, quoi. Moi, je peux pas pondre un script aussi vite habituellement. Je mets beaucoup plus de temps à enregistrer, à faire le montage et tout ça, quoi. Toi, t'es super efficace, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai que dans la journée, j'ai sorti 2 vidéos. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, Quentin aussi, on s'est suivi l'été dernier. Hein, tu m'as dit, lance-moi les shorts, passe moins de temps à faire tes montages, espèce de gros débile de maths. Alors, j'ai pas dit ça comme ça. Non, mais je traduis. Non, parce que le premier short que j'ai fait, je fais, regarde, j'ai fait ça en 4 heures. Il fait, mais t'es fou. Mais faut pas passer 4 heures pour prendre ça, maths, ça va pas. Et ouais, ça m'étonne pas de toi, ça. Et d'ailleurs, les shorts, on pensait tous que ça allait, que ça allait exploser. Ouais, que ça allait exploser, que ça allait se monétiser à plein. Et en fait, j'ai l'impression que ça a fait flop. Ouais, la monétisation, elle est. Non, la monétisation, c'est même. Enfin, on peut même pas parler de monétisation à ce niveau-là. Hein. Ouais, moi j'ai quelques shorts, je tourne à 4 centimes par mois. Et allez, va mourir. Ajoute à ça que ça gave tout le monde et qu'il y a une vague de désabonnements quand tu fais des shorts. Bah, moi, en tout cas, c'est le cas. Ah oui, les gens se désabonnent quand tu sors en short. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors moi, c'est l'inverse pour le coup. C'est quand je sors une vidéo longue. Ah bah oui, t'as pas le même public. Mais je pense que c'est comment tu as habitué tes abonnés aussi. Moi, je les ai habitués à des trucs un peu plus longs. Donc, quand ils voient un short, ils se disent, oh, ça me saoule. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est comment t'as habitué tes abonnés, ouais, tout à fait. Et toi, Franck, comment tu fais comment tu fais? Combien de temps tu mets pour sortir des vidéos? J'imagine bien sûr que ça dépend des vidéos, mais... Ça dépend de la chaîne aussi. Parce que moi, j'ai une chaîne où je parle de mon métier de musicien, qui s'appelle 507 heures. Et j'ai une autre chaîne qui parle de ma passion des sciences, qui s'appelle Matador. Et moi, clairement, les vidéos sur Matador, elles sont beaucoup plus chiadées. Donc, je peux mettre une semaine pour faire une vidéo à peu près sur Matador. Alors que sur 507 heures, le principe de 507 heures, c'est de sortir une vidéo par semaine, puisque c'est montrer le quotidien d'un intermittent du spectacle. Donc, si je mettais 1 mois et demi à sortir une vidéo, je ne montrerais pas tant que ça mon quotidien d'intermittent. Donc, c'est le principe. C'est beaucoup plus fréquent, les sorties sur 507 heures. Et la rançon de ça, bah, c'est que c'est moins bien travaillé, évidemment. Ouais. Mais ouais, c'est en mode un peu blog, quoi. Vlog. Ouais, vlog. Ouais, voilà. Mais je vais m'en éloigner de ça parce que ça fait 2 ans et demi que je fais ça et je me rends compte qu'en fait, mon métier, même si il fait rêver sur le papier, en fait, il est comme tous les métiers. En 2 ans et demi, quand tu as filmé plein de fois un trajet, une arrivée sur les lieux, une balance, un concert, après le repliage et puis rentrer chez soi, en fait, c'est toujours pareil, quoi. À part 2-3 vidéos un peu spéciales où je casse ma guitare juste avant de jouer, où là, effectivement, c'est intéressant, il se passe vraiment quelque chose. Mais tu tombes en panne aussi. Quand je tombe en panne, oui, voilà, c'est ça, t'as vu celle-là. Ouais. Voilà, mais bon, c'est pas la plupart des cas, quoi. La plupart du temps, heureusement, il se passe rien de spécial et puis on arrive à faire notre job comme il faut, quoi. Et tu vas te rediriger vers un nouveau format alors? Ouais, je pense que je vais faire évoluer à terme 507 heures vers une chaîne musicale plutôt qu'une chaîne. Je sais pas, parce que je suis partagé parce que quand je fais des vidéos qui sont vraiment dédiées aux intermittents, à mes collègues, tu vois, genre pendant l'année blanche par exemple, moi je comprenais rien à ces trucs-là, donc j'ai mis un peu le nez dans les textes de loi, tout ça, puis j'ai regardé, puis quand j'ai commencé à comprendre, moi je suis fait de ce bois-là, hein, quand je comprends un truc, il faut que j'en parle. Et donc j'en ai parlé sur la chaîne, et là la chaîne elle a pris beaucoup d'abonnés parce que tous les intermittents de France ils se sont dit attends, il y a un mec qui explique bien là sur YouTube, et bon, il y a un créneau à prendre là-dessus, mais est-ce que j'ai vraiment envie de devenir le service Pôle emploi bis de YouTube? Tu vois, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est peut-être pas les vidéos les plus funky à faire, quoi. En fait, c'est pour ça qu'elle décolle pas cette chaîne. C'est que je sais pas, j'ai jamais vraiment su à qui je parlais. Au début, je parlais au public et j'aime encore parler au public. Enfin là, tu vois, j'ai sorti un one-man show. Il y a des gens, ils ont fait 2 heures de route pour venir me voir et j'étais trop content. Et là, je me disais,
Bah, tu vois, Franck, ça vaut le coup que tu continues de parler aux gens. Il ne faut pas que tu parles que aux collègues intermittents parce qu'il ne faut pas perdre le lien avec ces gens-là, quoi. C'est trop cool. Le lendemain, on s'est fait un resto. C'est chouette. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé ta vidéo là, qui s'appelle Une première partie qui tourne mal. Et j'ai trouvé ça, Franck, vraiment assez chiadé. Le montage est cool. T'as ta petite voix off. Bon, je vais pas mettre le son parce que t'es en mode. J'aurais pas dû me filmer vu d'en haut comme Regardez ça. Parce que ma calvitie, elle est là. Là, je peux plus. Ouais. D'ailleurs, en parlant de calvitie, j'ai vu que t'as fait pousser les favoris, donc t'es en mode beubare là ces temps-ci. Oui, exactement. Ouais, c'est un peu le plan. J'ai un plan machiavélique qui consiste à voir que ça se dégarnit là-haut. Donc, je vais essayer de faire pousser du poil en bas, en fait. Pour compenser. Moi, je suis matheux, moi. S'il y a un côté du égal qu'on m'allège, faut. En tout cas, cette vidéo, elle est vraiment cool, quoi. Enfin, c'est une vidéo qui se regarde en mode de chill. Intimiste. Vraiment intimiste. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis au début, il faut mettre le casque, Ouais. et c'est vrai qu'on entend ta voix dans les oreilles. Alors, c'est normal, vous me direz, mais vous mettrez le casque, vous comprendrez. C'est une playlist, ça, la playlist que j'ai appelée Derrière le rideau, où en fait, je commente en temps réel ce qui se passe comme si vous étiez dans ma tête. Et j'essaye de faire ça le plus vite possible, genre le lendemain, pour être toujours dans l'énergie du truc, et puis que vous soyez vraiment dans la tête et qu'on ne sente pas ce côté post-prod, tu vois, le mec qui s'est mis 3 mois après, puis qui dit, bon, alors qu'est-ce que je vais raconter? Non, là, ce que je raconte, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au moment, quoi. Et ben ça, en tout cas, ça, ouais, tu véhicules bien l'émotion sur celle-là, je trouve. Hein. Et alors, Acteur Studio ou je trouve plus. Non, pas Acteur Studio, c'est les vraies émotions que tu dégages alors. Ouais, c'est pas. Alors évidemment que je déroge, puis après je regarde les moments qui sont intéressants, et en fait moi les moments qui sont intéressants, je les sélectionne en me disant, ah ouais, je me rappelle, là j'étais vraiment en plein kiff, ou alors là je me rappelle, là par exemple l'image qu'on voit en ce moment, c'est genre 5 minutes avant de monter. Je suis vraiment, je me souviens encore aujourd'hui que j'étais en mode, bon, il faut que je laisse cette histoire de bagnole parce que j'étais tombé en panne, ça m'a pourri la tête toute la journée, ce truc-là. J'ai eu 2 ou 3 heures de retard à cause de ça. Et en fait, mon combat ce soir-là, c'était vraiment ça. C'était, vas-y, putain, un peu comme un joueur de tennis, tu sais, ça tombe bien, on sort de Roland-Garros, mais tu sais qu'il foire un point et qu'il se dit, il faut que j'oublie ce point que je viens de foirer et je me concentre sur le suivant. Allez. Et là, c'était ça. Ce moment qu'on voit actuellement, c'est le moment où, vas-y, mets ta setlist dans ta poche et puis va faire ton métier. Oublie cette connerie de voiture. Et tu arrives à en vivre, toi, de ton métier, hein? Ouais, moi je suis intermittent du spectacle. Okay. En tout cas, belle vidéo, Franck. Merci. Et dernièrement, tu as fait. Ouais, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous avez un petit moment de chill à passer, c'est cool. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais. Et tu as fait une dernière qui était sympa avec, comment il s'appelle? Superama? Avec Superama. Putain, tu fais plein de collabs de fou, mon Franck, c'est dingue, hein. Mais ils sont trop cool. Donc, petite collab bien sympa où tu fais une petite compo et tu te moques de l'hymne, comment il s'appelle? L'hymne de la Space Force, c'est ça? C'est la Space Force, ouais. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit, viens, tu veux pas qu'on fasse une collab autour de l'hymne de la Space Force? Et du coup, c'était pas prévu, mais pendant que je leur tournais leur partie à eux, je leur ai fait un hymne à leur gloire juste pour la blague, quoi. Et puis, je me suis filmé en même temps en me disant, bah tiens, je ferai une vidéo. Mais en fait, eux, ils ont kiffé. Du coup, ils l'ont intégré à leur vidéo. C'est marrant. Et tu vois, ça, par exemple, ça me rend dingue. Regarde, moi, je fais de la merde sur YouTube. Vraiment, c'est factuel. Et non, mais vraiment, c'est devenu industriel, tu vois. Et je vois, et ça me rapporte 500 balles par mois, tu vois. Et c'est génial, c'est très bien. Mais quand je vois des mecs comme Superama qui se cassent le confignon à faire des vidéos chiadées, à faire des mises en scène comme c'est pas possible, quoi. Et ils galèrent. Je me dis, mais il n'y a pas de justice, quoi. Il n'y a pas de justice. Ces mecs-là, enfin, ce mec-là et cette fille, putain, ils devraient être mis en avant par l'algorithme YouTube tous les jours. Tous les putains de motherfucking jours. Et non, qui c'est qui met en avant celui qui sort le plus de vidéos par jour? Donc des Jordanix, des psychodéliques, des merdes, quoi, tu vois. Oui, et puis c'est ce qu'on a dit 15 fois, c'est le drama, quoi. C'est comme la télé, quoi. Tu regardes du Hanouna parce que ça clash. Ouais, mais en plus, d'ailleurs, c'est AstronoGeek qui avait fait de la pub pour eux. Ouais. Alors, ils ont décollé d'un coup, mais pas autant qu'AstronoGeek, alors que, enfin, je comprends pas, vraiment, tout est bien chez eux. Arnaud, AstronoGeek, il avait carrément, je crois, il avait même employé des mots très forts du style, c'est ça, l'avenir de la vulga sur YouTube, c'est eux. Bah ouais, mais ça m'étonne pas, c'est trop marrant. Et le gars, il me fait délirer, vraiment. Il sort de ses vannes. Moi, je suis plié, quoi. J'en peux plus, quoi. Ouais, c'est vraiment un super duo. Et ils sont très, très perfectionnistes en plus.
Mais Ouais, ça, c'est ça, joli. ça se voit et au-delà de la vulgarisation, parce que à quel point ils sont, ce que je veux dire, c'est à quel point ils sont intéressants. C'est parfois je clique sur une vignette, alors je sais déjà de quoi ils vont parler, je sais qu'ils vont aborder tel truc, parce que je les ai déjà bouffés ces informations, tu vois, sur l'astronomie. Mais je clique quand même parce que je sais que je vais passer un bon moment, tu vois. Ouais, Même si ça, ça fait c'est- redite, je sais que je vais passer un moment et quand je vois qu'ils galèrent sur Tipeee, je sais même pas il y a combien ils sont sur Tipeee, ça me rend fou, tu vois. Mais c'est Et vrai puis même- qu'ils ont des belles vignettes, ils ont des bons scripts, ils ont de belles Mais images, oui. ils ont une super mise en scène. Le Ouais, mec, il parle ouais, super bien à la caméra. Mais ouais, il Les est trop petites vannes et tout, marrant. ouais, c'est sûr. Hein. Et voilà, regarde, ils sont à 106 € par mois, mais c'est quoi ça? Enfin, non, mais attends, non, mais regarde, Non, mais même pour le moi, taf de malade, c'est sûr. mais Pour oui, les heures, attends, les dizaines, moi, centaines d'heures de boulot. je fais jamais de pub pour mon Tipeee, je suis à 70 € par mois. Mais sérieux, enfin, j'ai envie de dire à mes tipeurs, mais cassez-vous et donnez à ces gens-là. Putain. Fais-le, Ça, fais-le. c'est clippé, ça, c'est bon. Hein. Non, mais, ouais, non, Mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, enfin, je Vas-y. suis pas d'accord avec vous. Alors, je connais pas. Hein, Alors, c'est peut-être Quentin, tu génial. m'excuseras. Oui. C'est Monsieur Contradico. Voilà, Ah vas-y, oui, contredis. c'est ça. Contredit. Non, mais alors, pour le coup, c'est pas le personnage qui est pas d'accord, c'est vraiment moi personnellement. C'est que justement, et tu l'as dit, le Tipeee, c'est aussi l'indicateur de se dire, tiens, à quel point j'ai engagé ma communauté. Et je pense pas forcément à une histoire de drama ou de quoi, mais c'est que les gens, ils veulent des personnalités, ils veulent avoir des points de vue, ils veulent pouvoir se reconnaître un petit peu. Et le défaut que je trouve souvent dans les chaînes de vulga, c'est que c'est très distant. Et finalement, vu qu'il n'y a pas forcément d'âme, c'est hyper difficile Ouais, de se projeter, de s'identifier. ouais, de s'identifier, ouais. Moi, en tant que viewer tout bête, je vais saluer le beau travail et le fait qu'ils ont bossé comme des dingues, mais derrière, est-ce que j'ai envie d'y revenir? Alors que, tu vois, je pense qu'une fois sur deux, Jo, tu as une vidéo qui sort, bah, je vais la regarder parce que je sais que tu vas mettre quelques mandales et tout ça, et ça va être, et je vais. Parce qu'il y a de l'émotion. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Ouais. Et moi, pour le coup, si je prêche pour ma paroisse de la rhétorique, Aristote l'avait déjà dit il y a 2000 ans, mais le pathos, l'émotionnel, c'est le truc le plus important dans du contenu. Et tu l'as redit, Matt, par rapport à la vidéo de Franck, tu as dit cette vidéo elle est géniale parce qu'elle m'a même procuré de l'émotion. Ouais, c'est vrai. Complètement. Il faut qu'on fasse vivre des émotions. Moi, je vois très bien, et alors sur TikTok, c'est exacerbé de fou, mais Et sur Twitter. Et sur Twitter aussi, c'est que le contenu qui bouge, qui est viral, c'est le contenu qui va te procurer quelque chose, ou alors tu t'es attaché fortement à la personne. Parce que je pense notamment à Science Étonnante, David Wapre, où lui, maintenant, il a pas forcément d'émotion. Ah ouais, zéro émotion, ouais, il fallait très plat, effectivement. Et son storytelling n'est pas forcément des plus modernes, mais on s'est attaché au personnage. Il a une autorité, c'est un expert. Alors, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. David Wapre, pourquoi ça marche, David Wapre? Bon, parce qu'il est sympathique, mais surtout, il a des scripts aux petits oignons et c'est juste le meilleur vulgarisateur de France, quoi. Et le mec, il t'explique des concepts excessivement complexes dans la précision du concept, mais en étant d'une limpidité pour tout le monde. C'est incroyable. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a le côté argument d'autorité, c'est-à-dire que le gars, il sait de quoi il parle, tu vois, genre côté blouse blanche, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il a une grosse commu, je pense que. Peut-être. Alors que Superama, tu vois, c'est vrai qu'avec leur recul, Superama, bah moi, ils m'éclatent ces gens-là, mais c'est le fait qu'ils aient pas un argument d'autorité, qu'ils bossent pas dans ce domaine-là, peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'ils aient moins d'abonnés et moins de types, je sais pas. Je sais pas, parce que si tu replaces sur la télé une émission comme C'est pas sorcier, les mecs, ils viennent pas non plus de la science. Ouais. Après, à l'époque, on n'avait pas trop le choix au niveau de la vulgarité. C'est vrai. Ouais, puis la prod était incroyable, C'est pas sorcier. Ah ouais, à l'époque, ouais. Bon, après, c'est de la télé, c'est pas la même chose, quoi. Aujourd'hui, sur YouTube, ça coûte cher. Hein. Enfin, faut imaginer que maintenant, on est en concurrence avec des Squeezie qui font des trucs de barjo. Ouais. Oui, c'est sûr. Des formats à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Toi, quand tu arrives avec ton montage, ta formation Premiere Pro et tes effets After Effects, bon, les mecs, ils vont mettre le budget de ta vidéo dans un effet, tu vois. C'est vrai que je sais pas ce qu'il en est ailleurs dans le monde, mais le YouTube francophone, il est rentré dans une spirale du toujours plus, toujours mieux, toujours plus spectaculaire, c'est dingue. Hein. Toujours plus de personnes, toujours plus de budget, toujours plus de guests, c'est un truc de fou. Hein. Bah, MrBeast a cassé le game. Hein. Enfin, je sais pas si vous suivez, mais c'est MrBeast, non, je connais même pas, non. MrBeast, c'est le mec qui est connu. 150 millions d'abonnés. Il fait des vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, ses vidéos, c'est 1 million minimum, quoi.
Et il a même une chaîne MrBeast anglaise et une chaîne MrBeast en français. D'accord, mais il est français? Il me semble. Non. Ah, c'est un anglophone. Non, D'accord. mais comme Ouais, quoi, c'est tout à traduit, mon ouais. avis, il ramasse du pognon, lui. Le mec a rendu la vue. Regardez la vidéo, je rends la vue à des aveugles. Voilà, Ouais, ça y est, 145 millions de vues. J'ai vu aussi une vidéo où genre les gars ils ont 10 minutes, ils sont dans un supermarché et ils peuvent tout prendre pendant 10 minutes dans un caddie. Enfin c'est des trucs forcément c'est des trucs qui génèrent beaucoup d'émotions quoi. Ah, mais c'est celui qui a fait des trucs pour les sans-abri ou. Il file Ouais, 10 c'est 000 ça, $ à un SDF. Ouais, donc, du putaclic, quoi. Bon, c'est Sensationnel. putaclic, mais en attendant, Ouais. il a vraiment donné 10 000 $ à un SDF. Oui, Ouais. mais bon, après, quand t'as le budget derrière, quand t'as une chaîne de plusieurs millions d'abonnés. Enfin, messieurs, pour revenir aux petites chaînes YouTube qui font plaisir, Ah, bien sûr, bien sûr. je voulais juste parler de 3 petites vidéos. Alors, Allez-y. la première, c'est celle-ci. Bruit dans la maison. Ah ouais. C'est les petites vidéos de Franck. Enfin, les petites vidéos. Ah d'accord. C'est les petits clips de Franck. Et il y en a vraiment 3 qui m'ont touché. Donc, du bruit dans la maison. Les droites parallèles que j'aime beaucoup. Mais enfin, c'est vraiment 3 chansons que j'aime beaucoup. Et la troisième, droite parallèle, et Pas à Pas, c'est ça, hein. Ah, Pas à Pas, c'est ma chouchoute. Et Pas à Pas, ouais. Alors, Pas à Pas, je me rappelle plus trop. De quoi elle parle? Elle parle de reconstruction après un deuil. D'accord. Oula, ah oui, ambiance. Donc pareil, T'en on veux est, de sur, l'émotion, là on est sur des ambiances chill, enfin plus mélancoliques que chill d'ailleurs, je dirais. Ah, Je sais merci. pas Ce débat, on y croit. Le jour se lèvera. Et, Non, ça me va, j'avais peur que tu dises triste, mais c'est pas triste. J'assume pas triste. Par contre, mélancolique, ouais, parce qu'il y a toujours, tu vois, Pas à Pas, c'est une chanson de reconstruction. Ouais, il y a un deuil, mais la chanson, elle raconte comment tu te relèves, comment c'est inexorable dans la vie, et comment il n'y a rien à faire, pas à pas, tu remarcheras tout le temps. Et vraiment des morceaux musicalement qui sont intéressants. Bon, je suis pas expert musicologue, hein, mais qui sont vraiment pas mal. En plus, Non, Pas à Pas, c'est pas le cas. Pas à Pas, il y a 4 accords, c'est pas le but. D'accord, Franck, mais pour moi qui ne suis pas musicologue, c'est vrai, mais ça passe bien musicalement, c'est simple mais efficace, et à la fin ça monte un petit peu en puissance au niveau Oui. de la musique et de ta voix, quoi. Chanson Vrai. entonnoir, comme on dit. D'accord, Antonin. Bah ouais, moi c'est super trop efficace sur moi ce genre de conneries. C'est mourir c'est oublier, c'est pour se souvenir qu'on choisit d'avancer. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller écouter Pas à Pas, d'écouter, alors ça c'est plus pour les mamans et les mamies, du bruit dans la maison. C'est une thématique qui me touche pas spécialement, mais elle m'a touché Ouais, quand même. Attends, t'es comme- sensible au climat, toi. Et en fait, du bruit dans la maison, ça parle plus. En vrai, ça parle du climat. Du climat. Ouais. Ah bah je suis loupé à côté de je suis Ah passé bah, à faut que côté tu du réécoutes les message. paroles. Mais en D'accord. fait, le premier couplet qui dit, en gros, c'était bien calme et tranquille, et maintenant c'est vraiment le bordel depuis que les petits enfants ils ont débarqué dans la maison des grands-parents. En fait, ce couplet, c'est une énorme allégorie pour dire, en fait, on était bien tranquille sur la terre. Et c'est devenu un gros bordel quand les humains ils sont venus dans la maison. La maison, c'est la terre, quoi. D'accord, putain, faut que je réécoute comme il faut les paroles. Pourtant, je l'ai écouté 2 fois tout à l'heure, mais toi, j'ai pas rodé le message. Non, mais c'est bien. Ça veut Donc, dire que vraiment- c'est pas gros comme une maison, au moins. Ah, c'est pas gros comme une maison, mais t'as quand même, enfin, pour moi, t'avais quand même un message du côté familial et tout ça, la vie de la grand-mère qui reçoit les enfants et qui les revoit repartir et tout ça. Ouais, mais on peut l'entendre comme ça. Ouais. En tout cas, beau morceau. Et puis le troisième que j'aime beaucoup, non, c'est pas à Pas, c'est les droites parallèles. Parle-nous Alors, de on ce est sur morceau, Matador, Franck. là. Ah, on est sur Matador. Ah, donc c'est un morceau spécial Matador alors. Ouais, en fait, c'est une chanson qui a été faite pour le spectacle des Rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse. J'étais un peu dans l'organisation avec Will et puis avec tous les gens historiquement qui ont participé à la première édition. On est toujours un peu restés. Et là, pour préparer le spectacle de cette année, c'était orienté musique. Et donc, avec les gars de la Tronche en Biais, tout ça, il y a eu un spectacle qui a été écrit. Et moi, j'ai dit, moi, ce qui me paraît évident, c'est d'écrire une chanson, en fait. Je vais faire une. Et puis bon, j'ai longtemps hésité, qu'est-ce que je fais Et puis j'ai eu cette idée de. Moi, je suis assez sensible à l'esprit critique. Et puis, comment on fait pour. Est-ce que c'est bien de faire changer les avis des autres Quentin, je te laisserai prendre la parole là-dessus. Comment on fait si on veut faire changer d'avis, si on veut faire. Et puis après, j'ai eu cette idée de la comparaison en maths. Tu sais, quand tu as des droites parallèles, en fait, les droites parallèles, c'est un peu comme des avis qui se rencontrent jamais, tu vois. Et il y a une règle en maths qui dit que si tu croises une droite parallèle et que tu continues ta route,
tout droit, bah, tu vas finir par croiser l'autre. Et donc, je trouvais le symbole, il était intéressant, c'est que pour pouvoir se rencontrer quand on est une droite parallèle, donc autrement dit, quand on n'a pas le même avis, ça vaut le coup de changer un peu de direction et puis d'aller voir ce qui se passe si on croise l'autre avis, quoi. En tout cas, vidéo pareil qui a une petite musicalité sympa, mode chill. Bah voilà, on voit bien là où les droites parallèles Ouais. qui mélangent un petit peu de maths, surtout de la géométrie, de l'esprit critique et puis de l'histoire de la vie en fait des humains quoi. C'est super Ouais, sympa, c'est quoi. ça. C'est ça qui me fait kiffer, moi. Et donc Franck, ma question, dans le cercle de mes amis, je leur pose mon équation, comment concilier les avis, les routes C'est ça. et les destinations. Les destinations. Est-ce que ça vaut le coup de faire changer la vie des gens? Moi, je me suis cassé les dents trop souvent maintenant. Mon avis, il est assez définitif là-dessus. En tout cas, pour l'instant, j'ai pris une espèce de routine quand ça part en discussion sur des domaines qui sont clivants. Et ma routine, c'est vraiment, avant toute chose, je me pose avec moi-même avec l'idée de est-ce que, oui ou non, je rentre là-dedans? Est-ce que j'y vais? Si j'y vais, ça veut dire que, tu vois, clairement, pour prendre un exemple, s'il y a un débat sur l'homéopathie avec des gens qui croient et qui sont à fond là-dedans et puis qui vont s'énerver parce que moi, j'y crois pas et que je sais sur ça l'appui que ça n'a pas démontré son efficacité et nanana, et l'effet placebo, tout ça. Si je rentre dans le débat, je sais que ça va prendre 2 heures et que le ton va peut-être monter. Et en fait, très souvent, maintenant, je me rends compte que j'y vais plus. Et c'est bien, ça me va, en fait, de plus y Ouais, aller. c'est pareil. Moi, c'est pareil. En général, je suis comme toi. En général, j'acquiesce, je dis ah ouais, ok, ouais, c'est bien, ok. Et puis voilà, ça passe à autre chose parce que. Et en fait, en y allant- Ouais. Attends 2 secondes. Et pourtant, dans mes proches, quand on est dans des repas de famille, ils savent très Mais oui. bien, ils savent très bien qui je suis. Ils savent. Ils te cherchent en Et plus. oui, Ouais, il y a ouais. toujours les regards qui sont braqués sur moi dès qu'il y a une affirmation un peu chelou, tu vois. Mais oui. Et moi, à chaque fois, je désavance, je dis non, vous vous débrouillez, moi, non, c'est moi, tout est. Il a raison, voilà, allez parler, moi, je vous écoute. Là, Voilà. il y a peut-être Non, mais il en plus, tente peut-être un bâton, il tente peut-être une perche quoi pour Ah oui, confirmer tes non, mais idées, parce tout ça. qu'ils savent que moi, après, je suis à fond dedans, quoi. Je vais tout faire pour défendre ma position, et puis ça va finir où toute la soirée, on va parler que de ça, et j'ai pas envie de passer une soirée à parler d'homéopathie, pas que ça, tu vois. Parce que moi, j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai des personnes dans ma famille, je ne dirais pas qui, mais qui sont vraiment assez éloignées de moi sur plein de questions comme ça, l'homéopathie, je veux dire les chamans, mais c'est pas du tout les chamans, mais voilà, les personnes qui voient des choses, tu vois, et qui voient des choses surnaturelles, et qui me disent, ouais, Mathieu, j'ai vu des choses surnaturelles. Et à chaque fois qu'ils me voient en tête à tête, et ils me disent, bah, Mathieu, on a vu ça et tout ça. Je fais, mais oui, mais non. Et toi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils ont besoin je sais pas, est-ce que c'est pour mettre en péril leurs croyances? Est-ce que, c'est pas mettre en péril, mais c'est pour défier leurs propres croyances? Je sais pas, Ouais, c'est bizarre, quoi. peut-être. Mais L'esprit de contradiction aussi. Moi, je sais que j'aime bien aussi avoir un contradicteur. Je trouve ça plaisant, donc c'est peut-être leur cas aussi. Ils aiment bien. Bah, ils aiment bien avoir la je pense contradiction. pas. Je pense pas que c'est pour dans le plaisir du débat. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Oui, ce que j'allais donner, je sais pas si t'as fini. Moi, justement, je voulais faire un clin d'œil à Franck. T'avais fait une vidéo, justement, il me semble, sur ce sujet-là, si je me rappelle bien, sur l'homéopathie, et t'avais parlé justement de ce sujet-là. Avec Jérémy Ferrari. Exactement. Et en fait, Ouais. maintenant, c'est devenu, ta réflexion-là, c'est un peu devenu ma façon d'aborder la chose. C'est de se dire, en fait, je sais, disons que tu as réussi à mettre les mots là où j'arrivais pas à les mettre. Et tout simplement, moi je pense, et c'est pour ça que je bosse beaucoup la rhétorique, c'est que je pense que c'est pas en venant avec des énormes études scientifiques là où on va taper les gens en plein visage avec un paplard de 30 pages, le dossier de l'ANSES, machin, en revanche, c'est en allant chercher l'humour, l'ironie, en allant essayer de comprendre ce qui touche l'autre pour semer les graines de doute. Alors du coup, moi, j'ai eu une période comme vous, là où je fuyais le débat, même si j'avais énormément de mal avec mes proches, mais très très proches, j'ai toujours du mal à ce qu'ils croient des choses pour les mauvaises raisons. J'ai tendance à être un peu un dictateur avec ceux qui sont trop proches de moi, et peut-être moins avec ceux plus pédagogues avec les gens plus loin. Notamment dans les commentaires ou tout ça, où j'essaye de prendre le temps, alors qu'avec mes proches, j'ai tendance à pas y aller par quatre chemins. Mais finalement, non, aujourd'hui, je suis plutôt dans la démarche de réfléchir à, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin où la personne se rendrait compte que son raisonnement là est erroné. Et en fait, je me rends compte que si on va les chercher sur un autre terrain, sur lesquels où ils sont d'accord avec nous, et qu'on leur applique leur raisonnement, derrière, quand ils reviennent sur le raisonnement initial, ils se disent, bah mince,
en fait, c'est peut-être pas logique. Et en fait, de même, ils trouvent, putain, voilà, ça y est, pardon. Je dis un En gros fait, mot. tu fais de l'entretien épistémique. Ouais, c'est ça, Exactement. Oui, c'est ça. Et Ouais, ça oui. me rappelle, ça me rappelle maintenant tout de suite là, ce qu'avait posté Monsieur Jo Sam sur. Ah non Oui, alors, Monsieur Sam, mais Jo, je crois que c'est toi qui avais fait une vidéo sur l'américain qui fait l'entretien épistémique. Ouais, Anthony Magnabosco, ouais. Voilà. Sur les universités, sur les croyants. Ouais, Ouais, ouais. et voilà, et ça, ce genre d'exercice, c'est ça que j'essaye de faire. C'est ça que j'essaye de faire. Et C'est sport, hein, c'est sport. Hein. J'ai essayé, il faut une certaine discipline. Hein. Ah ouais, non, et de la patience. Ouais, tout à fait, oui. Et de la patience. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Je me dis que si j'essaye pas, je saurais jamais. Donc je me dis que Mais- j'essaye et puis. Tu peux nous donner un exemple concret, Quentin, de ce que tu appliques ou de ce que tu essaies d'appliquer? Moi là, dans l'idée, c'est on aurait tendance à se dire que les arguments fallacieux c'est mal, alors que je me dis que parfois ça peut aider à débloquer certaines situations. Oh Enfin, là si là, tu vas quelqu'un- aller en enfer, Quentin. Mais bien Tu sûr, emploies je sais, des je arguments sais. fallacieux, là 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 là. Mais par exemple, quelqu'un qui croit dur comme fer que quelque chose de naturel c'est bon pour la santé, c'est un argument qui peut servir pour l'aider à débunker une autre de ses idées à elle. Tu vois, si par exemple j'ai un débat sur les pesticides, je repense à ça hier soir, il y avait un zone interdite, je crois, sur l'eau potable, que c'est le diable, qu'on va tous mourir à cause de l'eau potable. De l'eau potable, de l'eau. Du robinet. Et donc là, je gamberge là-dessus et je me dis, mais attends, on remplace. Les gens, ils préfèrent du coup boire de l'eau en bouteille. Mais l'eau en bouteille, tu vois, elle contient plus de particules de microplastiques. Et je me dis, mais attends, les gens donc n'ont pas peur des pesticides, ont peur des pesticides, mais n'ont pas peur du plastique. Du coup, est-ce que un argument qui serait intéressant, c'est de se dire, mais attends, le plastique non plus, c'est pas naturel. Du coup, est-ce que c'est pas un argument qui permettrait de semer une graine? Ah oui, donc Vous voyez tu ou pas retournes l'argument Ouais, de l'appel à la nature contre J'ai eux, un quoi. peu, j'ai un peu le même exemple concernant l'homéopathie. Je sais que, en fait, les peu de fois où je débat avec quelqu'un sur l'homéopathie, je lui dis, bah écoute, j'essaye de trouver une croyance en laquelle il ne croit pas. Et en général, tu vois, si je lui parle de gens qui font des câlins aux arbres et qui guérissent les cancers, bah lui, il va pas croire à ça, tu vois. Il va dire, bah ok, on est d'accord, moi, je ne crois pas à ça. Et après, ben, je lui dis, bah pourtant, les gens qui croient aux personnes qui font des câlins aux arbres et que ça guérit leur cancer, pourtant, les gens qui croient à ça, ils y croient exactement pour les mêmes raisons auxquelles tu crois que l'homéopathie fonctionne. À savoir, par exemple, l'expérience personnelle. Sur moi, ça marche. Et donc là, en fait, il prend conscience que ces raisons pour lesquelles il croit à l'homéopathie, eh ben, ils sont peut-être pas aussi solides, aussi pertinentes qu'il le pense, vu qu'il peut les utiliser pour d'autres croyances complètement bullshit. Tu vois, il peut utiliser l'argument de ouais, sur moi ça marche, avec les chamans ou les gens qui disent guérir des cancers en faisant des câlins aux arbres. Tu vois, c'est là-dessus moi que j'arrive un peu à, j'ai l'impression à les avoir. Quoi. Tu fais un déshonneur par association. Ouais, en quelque sorte, ouais. En quelque sorte, Tu ouais, crois grave. attention, tu as la même mécanique que des gens que tu trouves bizarres. Ouais, Alors, ouais. et vice versa, ces gens-là vont trouver Ouais. bizarre, mais tant que tu es dans la bienveillance et que tu écoutes l'autre et que tu l'accompagnes. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est une des vidéos dont je suis la plus fière, mais elle n'a pas très bien marché. D'ailleurs, je vais la repartager, je pense. Jordan X, il perd pas du boulot. Hein. S'il y a Non, un billet à se faire, comment il C'était- s'appelle? J'avais justement comparé l'homéopathie et les cochons d'Inde, parce que en Colombie ou je sais plus où, là, radiographie Voilà. par cochon d'Inde, voilà. Et en fait, j'ai pris cette expérience qui est vraie. Il y a dans une certaine partie du monde, je sais plus où exactement, ils utilisent un cochon d'Inde vivant, ils le frottent sur le corps des patients. Et après, la dame, le cochon d'Inde, donc il meurt parce qu'en fait, la thérapeute, elle écrase le cochon d'Inde sur le corps du patient, tu vois. Horrible. Et donc la dame, elle te dit, bah voilà, il est mort parce qu'il a chopé toute la maladie du patient. Et là, le patient, ça va mieux. Et le patient, il se relève et dit, ah oui, ça va mieux. Et après, elle dépece l'animal et elle dit, ah bah voilà, vous voyez, là, les muscles, ils sont blancs. Ça veut dire qu'en fait, la dame, elle avait une grippe, voilà, mais bon, là, ça va mieux, tout ça, blablabla. Oh, Et donc, pauvre cochon d'Inde. et oui. Et donc, en fait, ça utilise exactement les mêmes mécanismes que l'homéopathie, c'est-à-dire que dans cet endroit du monde où ils font ça, l'État reconnaît cette thérapie comme valable, tu vois. Oh Et en là France, là. pour l'homéopathie, il me semble que c'est un peu la même chose, tu vois, que c'est reconnu en gros de manière implicite par la majorité des gens, tu vois. Ouais, implicite, et- mais c'est plus reconnu par les instances médicales depuis un bout de temps. Hein. Oui, mais j'appuie sur le fait que dans ce village, dans cette partie du monde, tout le monde y croit parce que tout le monde est satisfait. Et c'est Ouais. exactement la même mécanique pour l'homéopathie en fait. Et voilà, du coup, homéopathie, ouais, est-ce que vous avez de bonnes raisons d'y croire? C'est ça que
Et là, j'avais utilisé effectivement ce passage avec le cochon d'Inde. Là, je trouvais ça complètement dingue. Donc à revoir. Pauvre petit père, pauvre petit père. Ouais, ah ouais, carrément, ouais. ouais. Ouais, c'est sûr, vaut mieux manger des petites granules sucrées, hein, putain. Oh là là. Pour le café, c'est super. Oui, l'homéopathie, ça marche. Je persiste et signe. Ça marche super bien pour sucrer le café. Alors, messieurs, comment vous définiriez, je sais pas si je parle français, c'est français, Ouais. définiriez? Comment vous définiriez l'esprit critique, alors? Oh non. Oh là là. Bonne fin de soirée. Salut mon pote. Salut mon pote. Tu vois, c'est une question trop large. Moi, j'arrive pas à définir l'esprit critique. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai même jamais réfléchi à la question. Allez, qui c'est qui veut se lancer? Attends, je prends la définition du bouquin. Ah non, non, sans tricher, sans tricher. Franck. Ah la vache, putain. Bah voilà, c'est très bien. Si, alors moi je pique la définition d'hygiène mentale. Il triche, Quentin. Non, je jure que j'ai pas lu. Je jure, D'accord, j'ai d'accord. rien ouvert. J'ai rien ouvert. Allez. C'est la méthode avec laquelle on se met des informations dans le cerveau. Ouais, carrément. Oui. Ah bah ouais, bah voilà, ouais. Faites Pourquoi attention faire à la ça? méthode Ouais, avec ouais. laquelle vous mettez des trucs dans la tête. Ouais. Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Mais c'est aussi la méthode avec laquelle on arrive à s'enlever des trucs dans la tête. Ouais, donc C'est le la mot capacité filtré à peut-être. changer. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est la capacité aussi à changer d'avis. Ouais. Par contre, Matt, je pense qu'on a complètement dévié de ce que tu voulais parler, toi. Ah oui, mais c'est le principe du live, on va dans tous les sens. Ah bah là, Parce que la recette de la choucroute, là, je comprends pas le. Et Franck, Franck ou Quentin, ou même Joe, hein, si vous voulez, ça y est, j'ai bouffé le mot. L'entretien épistémique. Ouais. Qui c'est qui veut expliquer ça? Ouais, bah c'est un. Ouais, il faut regarder la conférence de Sam. Oui, voilà, mais en gros, c'est un entretien socratique où tu fais que. Bah c'est ça. Non, Les moi, grands je mots. rigole. Oui, non, c'est exactement ça, mais c'est Ah un oui. peu définir un truc compliqué par un autre truc compliqué. Ah ouais, bah, c'est moins compliqué parce que Socrate, en gros, il posait juste des questions à son interlocuteur, c'est tout, quoi. C'est ça. Et il amenait la personne à se rendre compte lui-même de ses erreurs de raisonnement. D'ailleurs, fun fact, je peux parler là, c'est bon, Matt? Ah oui, tu peux parler. Ah non, enfin, je sais pas, j'ai l'impression sais pas ce que tu veux dire. Non, mais j'ai l'impression que je monopolise la parole. Ah non, non, je croyais que t'allais lâcher une grosse info, un gros os. là. Vas-y. Non, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Et en fait, en gros, moi, je bossais pour une grosse société d'assurance et ils avaient une méthode de management qui, il me semble, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ressemblait à l'entretien épistémique. C'est-à-dire que, genre, je me souviens, je rentrais dans le bureau de mon manager et Ah, c'est quelque chose que t'as vécu. Oui. Ah, pardon, Et j'avais pas suivi. c'était vraiment ancré dans la racine du la culture management. d'entreprise. Voilà, la culture d'entreprise, c'était comme ça qu'ils faisaient. Et à chaque fois, c'était toujours pareil. Je rentrais, oui, bonjour, Jordan, alors comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va? Blablabla. Et ça enchaîne une discussion. Et en fait, pour me parler de mes résultats, jamais il me disait, oui, alors tes résultats là. Non, c'était. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ton résultat là sur cet item? Dis-moi. Bah, je pense que nanana, je pense ceci, je pense cela. Mais et tu penses qu'il est plutôt bon ou plutôt mauvais? Et du coup, c'était moi qui me rendais compte et qui disait et qui me rendait compte de mes faiblesses. Et du coup, ça dans le. Alors, moi, je trouve que ça ressemble à l'entretien épistémique, mais en tout cas, ça marche très très bien parce que en fait, l'interlocuteur qui est face au manager, bah, il peut pas s'énerver. Il peut pas s'énerver. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manager, il dit rien. Il dit pas, bah non, tes résultats sont nuls. Non, c'était moi qui disais, bah ouais, je trouve que mes résultats, ils sont pas ouf. Et du coup, bah, il y avait jamais de conflit parce que en fait, tu peux pas t'énerver vu que c'est toi qui le dis, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu des managements comme ça, ouais. C'était trop efficace. Méchamment efficace. De fou. Et du coup, je me dis, bah, en fait, c'est de l'entretien épistémique pour entreprise, en fait. J'ai eu l'impression, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, tout à fait, ouais, parce qu'en fait, tu pousses la personne à faire la démarche de réflexion et d'analyse de la problématique, en fait. Tu lui apportes pas la science, tu lui demandes à elle de réfléchir, quoi. Et je me souviens, je me suis pas rendu compte tout de suite de ça. Et pendant ma période où je bossais dans cette entreprise, j'ai eu une formation pour devenir encadrant des nouveaux arrivants, tu vois. Et donc, dans cette formation, ils ont mis toute la partie comment apprendre à communiquer avec ces employés qui sont en dessous de toi, tu vois. Et là, en fait, ils nous ont montré toute la procédure à suivre. Et en fait, quand ils nous ont montré la procédure à suivre, j'ai vu mon manager en train de me parler, quoi. Et en fait, il déroulait un script, mon manager, en fait. Et je me suis rendu compte de ça. Et je me souviens, après la formation, je suis descendu, j'étais voir son bureau, je dis, ouais, mec, t'es un enfoiré et tout. En fait, tu fais que dérouler un script. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais on s'entendait plutôt bien, tu vois. Mais du coup, ouais, ça m'a fait beaucoup rire de savoir, en fait, que tout était scripté, mais il le faisait tellement naturellement, tu vois, que
j'ai l'impression qu'il me parlait normal. En fait, non, c'était vraiment de la manipulation, en fait. Alors, Ouais, la c'est ça, manipulation, c'est ça. voilà, C'est qu'en fait, la méthode est super intéressante, mais dans le cadre professionnel, ça ressemble à de la manipulation quand même d'une certaine façon, quoi. Ah ouais, parce que et du coup, grâce à cette technique de communication, il y a aucun conflit. Et c'est genre, ouais, Jordan, t'es mon pote, franchement, super. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi tout. Et c'est en fait, c'est toi qui parles. Et le manager, il dit rien. Et tu te fais ronfler, quoi. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'aurais dû lui dire, mais attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? T'es en train de me dire que, tu vois, j'aurais dû retourner le truc. Il y a quand même un petit danger, je trouve, dans le cadre de l'entretien épistémique, parce que on va revenir sur l'émotion, quoi. Là, tu es dans le cadre d'un boulot, il n'y a pas tellement d'affect, ou beaucoup moins en tout cas que dans une croyance. Une croyance, ça se trouve, tu crois à ça parce que tes parents, quoi, qui t'ont bercé avec ça. Et Ils t'ont bercé, c'était sûr que c'est le bon mot, bercé. Ouais, non, pas bercé, mais ils t'ont bourré le mou, oui. Ouais, voilà. Et si toi tu vois les ficelles, si pendant ton entretien épistémique, tu déroules un script, comme tu dis, Jordan, et que ça se voit, la réaction de rejet par rapport à cet entretien, elle est très violente parce que tu vois les ficelles, et donc comme il y a beaucoup d'affect, ta réaction de rejet, elle est d'autant plus forte, à mon avis. Oui, clairement. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui disait ça. Je crois que c'est Quentin qui disait ça, enfin, ou peut-être Franck, je sais plus. Et Monsieur Sam le dit aussi. C'est vrai que faut aborder la question avec de l'empathie, quoi, avec beaucoup d'empathie, et puis vraiment s'intéresser à l'autre personne et pas vouloir imposer ce que tu penses. Moi, je sais pas faire, mais et de ce que j'ai compris, en général, ce qu'il disait, c'est que si tu veux faire un entretien épistémique, il faut pas que les personnes te connaissent au préalable. Il faut pas qu'il y ait de préjugés sur toi au préalable, parce que si les personnes te connaissent, ils vont forcément jouer là-dessus et ils vont partir sur des ouais, mais tu dis ça, mais je te connais, mais nanana. Ouais, c'est déjà débattu d'un sujet, ouais, effectivement. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué de le faire en famille, fait même impossible en fait, ça avec des proches, l'entretien épistémique. Juste pour rebondir, Quentin, tu voulais peut-être dire quelque chose? J'ai vu ton micro bouger plus d'une fois. Bah, moi, ce truc alors pour le coup, j'ai été manager, moi, ce truc de faire poser les questions. Comment ça se la raconte, Quentin? Non, alors c'était pas du tout dans ce sens-là, c'était dans le sens, oui, je connais je vois très bien la technique. Alors c'est une technique que moi j'ai trouvé à double tranchant, parce que si la personne elle est dans une situation d'injustice réelle, si tu commences à faire ça avec elle, en fait elle va juste te rentrer dedans direct. Donc c'est bien aussi de savoir porter ses ovaires, ses nibards, ses couilles, ce que vous voulez, et aussi de prendre la position, de se dire bah voilà, ce que t'as fait c'est pas ouf, ce que t'as fait c'était bien, de notre point de vue, plutôt que de lui poser les questions pour que lui-même se rende compte que c'est bien ou pas bien. Voilà, moi j'ai quand même toujours préféré les managers et chefs qui savaient prendre la responsabilité d'avoir la photo d'ensemble, plutôt que cette espèce de management gentillet. Antillais. Gentillet. Ah, gentillet, excuse-moi. Non. Gentillet là, je sais pas. Mais c'est pas gentillet. Enfin ouais, c'est vraiment un double tranchant, quoi. Parce qu'effectivement, ça te caresse dans le sens du poil parce que t'es pas en conflit, mais derrière, on le ressent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on le ressent vraiment comme de la manipulation, quoi. Bah, moi, paradoxalement, ça marche. En fait, c'est le seul manager que j'ai rencontré dans ma vie qui était comme ça, et en fait, ça marchait trop bien, quoi. Les stats, elles étaient au plafond, quoi. Vraiment, j'étais au max des stats et tout, parce que le mec, il était sympa avec moi, et Jordan, et ça va et tout, et puis mais qu'est-ce que tu penses de tes chiffres, mais dis-moi, et ça, comment tu fais, tu sais, vraiment, et c'est après coup je me suis dit ah ouais, mais en fait ouais, c'est juste une technique de management, en fait. Mais c'est une bonne technique, mais voilà, le problème c'est qu'elle est trop bonne et que c'est de l'incentive, c'est ça? Ouais, mais vous avez une capacité de recul aussi. Quand t'as une capacité de recul, c'est facile de travailler comme ça. Par contre, des collaborateurs, et ça arrive, des gens qui sont très juniors ou des choses comme ça, ont pas forcément cette vision d'ensemble, ils sont pas forcément capables. Quand on est plus jeune, on a plein de biais qui viennent polluer les uns avec les autres, et du coup, ce genre de choses-là, c'est hyper compliqué de leur tirer les verres du nez pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, parce qu'en fait ils sont déjà convaincus qu'ils sont meilleurs que les autres, ou l'inverse, il y a des gens qui se considèrent vraiment hyper nuls, et du coup c'est là où je trouve que le manager, parce qu'il y a les gens qui sont autonomes vraiment, et du coup eux tu t'as pas vraiment besoin de les aider. Par contre il y a des gens qui arrivent pas comme ça à vraiment voir tous les liens, à arriver à des gens qui se voient mauvais, qui se voient bons, et il faut les accompagner et les aider, pour moi. Mais quand ça se voit
vois trop que tu as bossé dans ce milieu-là parce que tu Tu es un manager. Bah bon. Non, mais oui, tu as utilisé un mot que je déteste, un mot Je dis quoi, collaborateur. Oh, Mais- pardon. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Non, je suis pas un collaborateur, je suis un employé, fils de... Je suis ton esclave. Ouais, je suis ton esclave. Arrête de dire je suis un collaborateur. Mais c'est quoi cette histoire? Mais oui. Oh Eh ben, c'est marrant parce que du coup, je pense que moi, je considère les gens avec qui je travaille comme des employés. Et ils en ont conscience et on est tous conscients, voilà, c'est juste un travail. Et pourtant, j'utilise le mot de collaborateur, alors que du coup, toi, t'aimes bien les techniques de roublard, de machin, mais c'est pour les employés. C'est pour les. Ouais. Mais tu vois, le principe de collaborateur, je l'ai vu, j'ai vu le double sens direct, tu vois. Je savais que c'est pas un mot anodin, tu vois. Genre, tu passes d'employé à collaborateur, c'est pas dans une entreprise, utiliser ce mot-là, c'est pas anodin. Tu vois, c'est pour vraiment te faire croire que tu as de la valeur, que tu travailles pas pour l'entreprise, tu travailles avec l'entreprise, on travaille ensemble, tu vois. Mais en fait, mais pas du tout, quoi, pas du tout. Alors, encore une fois, moi, je bossais pour un gros groupe et vraiment, c'était un management, j'ai envie de dire, à l'américaine. On avait une salle de pause, mon gars. Il y avait flipper, il y avait billard, il y avait salle de ciné, il y avait cuisine, il y avait coin il y avait une guitare, il y avait un punching ball. T'étais chez Google, quoi. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Sauf que, mon gars. Les toboggans. Sauf que, oui, non, mais pas le toboggan, mais enfin, vraiment, c'était une salle de pause de ouf. Sauf que le problème, c'est que tu n'avais que 15 minutes de pause dans la journée. Et 15 minutes, pas une de plus. C'est-à-dire que tu revenais à 15 minutes et 30 secondes, ton chef, il t'appelait, ouais, t'es où, qu'est-ce que t'as fait, nanana, nanana. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout dans le paraître. Alors, ouais, t'es content quand quand t'arrives dans l'entreprise et qu'il te présente la salle de pause, tu te dis, waouh, putain, trop bien, mais je vais rester toute ma vie ici. Mais non, mon gars, mais non, dans la vraie vie, non, tu restes pas toute ta vie là-dedans parce que, en fait, tu t'en profites jamais de ces salles de pause. T'es tout le temps sur ton boulot là, collaborateur. Tu m'étonnes. Alors Franck, t'es content de ton boulot ou tu veux faire des boulots de merde comme nous? Mais moi, j'ai même mon taf. Attends. Des boulots en entreprise. Franck, on t'a perdu, Franck? Oh, incroyable. Non, mais cela dit, vous inquiétez pas, moi ça va, je m'en suis sorti de ces boulots de bullshit job là. Heureusement, oh là là. Heureusement, parce que je sais pas comment ils font les autres. Hein. Moi, si mes anciens managers m'écoutent, j'ai aimé mes anciens jobs. Hein. Ah ouais, non, moi pas. Ça dépend des jobs, ouais. Non, mais moi j'ai bien aimé mes jobs, mais c'est vrai que parfois t'as des cultures d'entreprise qui sont un peu pas toxiques, mais qui sont pas géniales, quoi. Mais ouais, enfin, après moi, paradoxalement, le manager qui utilisait ces techniques, bah, c'est vraiment un des meilleurs managers que j'ai eu, avec lequel j'ai passé vraiment des bons moments, tu vois. Alors en toute cordialité, tu vois. Vraiment dans un domaine professionnel, mais c'est le meilleur manager que j'ai eu de ma vie, tu vois. Alors que en fait, j'étais payé une misère pour faire des chiffres pour rien, quoi. Ouais. Des boulots d'exploiter, quoi. Ouais, grave. Alors, mais bon, ça allait, j'étais un collaborateur. Ouais, vas-y, Mathieu. Juste pour revenir sur l'esprit de contradiction, je dirais pas de contradiction, mais d'esprit critique, quoi. Tout à l'heure, vous disiez, ouais, moi j'ai lâché l'affaire pour faire changer d'avis les gens quand on est en repas de famille et tout ça. Ben moi, j'ai pas lâché l'affaire. Et il faut jamais lâcher l'affaire. Après, je dis pas qu'il faut rentrer en conflit avec les gens, mais quand t'as quelque chose qui est dit qui est faux à table, à mon sens, il faut jamais laisser passer, quoi. Faut toujours apporter la contradiction, poser la contradiction pour ceux qui écoutent, quoi. Même dans un repas de famille, tu veux dire? Ouais, s'il y a des gens qui parlent d'homéopathie, de massage magique, de pierre magique, voilà, de fées, de n'importe quoi, à chaque fois, moi, j'apporte une contradiction. Sans rentrer dans le débat, mais pour montrer aux gens que non, il y a d'autres paroles, quoi. Il y a d'autres, tu n'étais pas d'accord avec ce qui est dit, quoi. Il y a des domaines, franchement, vaut mieux pas, Matt. Non, mais juste, je veux dire sans les vaccins. Ah non, mais sérieux, les vaccins quoi? Les vaccins quoi? Je sais pas. C'est partie de la société. Moi, je m'y aventure pas du tout maintenant. C'est fini. Ouais, non, mais tu peux très bien ne pas rentrer dans le conflit, mais juste dire, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Et apporter, bah ouais, parce que sinon, si tu laisses quelqu'un dire des grosses contre-vérités, surtout quand elles sont dangereuses contre les vaccins, qui nous dit mot consent, Jordan X? Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment émotionnellement maintenant, c'est très lourd ça, ce sujet-là, parce que en gros, voilà, j'ai un oncle qui s'est pas fait vacciner et qui a eu le Covid et qui est mort, quoi. Sauf que cet oncle-là, il avait prévu de se faire vacciner, sauf qu'il a été contacté quelques jours avant de se faire vacciner par une tante à moi, donc par une de ses sœurs, et en gros, elle lui a dit ah là là non, j'ai vu une vidéo sur internet, va pas te vacciner. Donc elle a dû regarder des conneries vous savez, vous connaissez les vidéastes, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais en gros, bref, elle l'a appelé genre une semaine avant, non, va pas te vacciner, c'est dangereux. Donc du coup, il n'a pas été. Et là, ça fait 1 an qu'il est parti du Covid. Super chaud. Et donc là maintenant, moi, cette tante qui a dit à mon oncle de ne pas se faire vacciner, je l'aime beaucoup, mais tu vois, quand on se revoit,
Il est hors de question qu'elle me parle de ça. Il est hors de question que tu vois, enfin, si elle m'en parle, je lui dirais oui à tout. Tu vois. Je peux pas apporter la connexion. Tu vois, il y a trop d'émotions dans le game là. Tu vois. Parce que pour moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu comme si elle avait dit à un mec qui montait dans une voiture, ne mets pas ta ceinture, la ceinture de sécurité, ça peut te tuer. Et il est monté dans cette voiture, il n'a pas mis sa ceinture, il a eu un accident, il est mort. Pour moi, cette dame-là, même si c'est ma tante, elle est en partie responsable de sa mort. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que moi, Matt, je te suis pas à 100% là-dessus. Il y a des cas de figure où non, vaut mieux pas intervenir et laisser couler, tu vois. Bah, dans un cas où il y a beaucoup d'émotions et qu'il y a eu déjà un drame, ouais, je comprends, mais quelque part, c'est une responsabilité de pas laisser dire, si elle redit des conneries comme ça, des choses dangereuses, je sais pas. Bah ouais, mais enfin, j'en tirerai rien. Elle est vraiment dans la sphère. Ouais, mais c'est pas pour elle, c'est pour les autres, ceux qui écoutent. Si t'as quelqu'un qui est bloqué dedans et qui veut pas en entendre, qui veut pas en sortir, qui est complètement bloqué, d'accord, que tu rentres pas dans son jeu et que t'essaies plus de la convaincre, d'accord, mais s'il y en a d'autres qui t'écoutent, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah, là c'est un trop lourd fardeau pour moi. Ouais, je comprends, ouais. Putain, c'est chaud ce que tu racontes, Joe, hein, putain. Nos condoléances, hein, déjà. Ouais. Parce que, Ouais. Bah après, bon, enfin ouais, Après, moi, ce qui me saoule un peu, c'est que de ce que j'ai compris, cette tante-là qui lui a dit de pas se faire vacciner, en gros, quand il a été aux urgences et qu'il était sous respirateur, en gros, d'après ce qu'elle nous dit, les médecins lui auraient dit que de toute façon, même sans le Covid, il serait mort, tu vois. Oui. Même s'il était vacciné, il serait mort. Les médecins lui auraient dit ça, tu vois. Enfin, tu vois, alors qu'on lui a rien demandé, tu vois. On lui a rien dit. On lui a pas reproché quoi que ce soit. Personne lui a reproché quoi que ce soit. Mais d'elle-même, apparemment, elle a dit oui. Apparemment, même s'il était vacciné, ça serait fini. Il avait une autre maladie aussi. Non, mais Enfin, tu vois, il faut soulager la dissonance cognitive. Enfin, t'imagines, sinon tu dors jamais. Si tu trouves pas un moyen, si tu trouves pas un moyen de te dire c'est pas ma faute, non, parce que en fait là autour de moi, beaucoup de gens qui m'ont demandé comment faire en sorte de convaincre mes proches, enfin au moins de leur dire faites attention, n'écoutez pas les mauvaises personnes, enfin ces gens-là sont étranges, tout ça. Et en fait à chaque fois je leur dis mais juste mettez-vous à la place de vos proches. Pour eux, ils veulent votre bien. C'est-à-dire que ils sont convaincus personne ne fait le mal dans cette histoire. Ils veulent tous nous sauver. Ouais, tout à fait, oui. Et vous vous rendez, enfin, je sais pas, moi à chaque fois ça me fait mal au cœur de me dire, mais vous vous rendez compte à quel point le chemin qu'il faut parcourir dans sa tête pour en arriver là, et de se dire, mais mon Dieu, mais mes enfants refusent enfin, ils veulent se faire vacciner, ils veulent faire je ne sais pas quoi, mais ils se rendent pas compte, alors que eux veulent notre bien, et du coup c'est super difficile de se mettre à leur place pour les aider, parce que eux de leur côté ils essaient de nous sauver. Mais oui, en plus c'est vrai que, enfin qu'on soit clair, moi ma tante, je lui en veux pas, j'en veux surtout à toute la sphère Sylvano Trotta, parce que c'est ce qu'elle regarde. Hein. Moi, elle m'avait déjà envoyé par mail des trucs de Sylvano Trotta. Ouais, regarde, le vaccin, ça tue des gosses, blablabla, et blablabla. Enfin, vraiment un délire de fou, quoi. Et j'en veux surtout à ces gens-là qui profitent de la crédulité des gens. Et en fait, ouais, Sylvano Trotta, en quelque sorte. Bah, il a en quelque sorte tué mon oncle, tu vois. Et plein d'autres personnes certainement aussi. Hein, Oui, voilà. Et c'est vrai que avant l'affirmation qui consistait à dire oui, ces gens-là sont responsables de milliers de morts, j'avais un peu de mal. Et en fait, maintenant que ça m'est tombé sur le coin de la figure et que vraiment j'ai un cas concret, tu vois, je sais très bien quel lien vers quelle vidéo elle a envoyé à mon oncle. Je sais très bien ce qu'il a vu. Et c'est du Sylvano Trotta, quoi. Et c'est suite à cette vidéo-là qu'il a dit, bah non, finalement, j'avais pris rendez-vous, mais j'y suis pas allé pour me faire vacciner. Et voilà. Bon, alors, le vrai responsable, c'est un gars qui a mangé un pangolin. Faut rendre à César qui est à César. Alors, le pangolin, il faut arrêter de l'embêter, parce qu'a priori, c'est pas lui le problème. Oui. C'est beaucoup plus rigolo que ce soit un pangolin. C'est vrai que le pangolin, c'est rigolo. C'est vrai que le Covid, c'était quand même un cas un peu à part, parce que les médias étaient tous dedans. Il y a eu beaucoup de contradictions, même auprès de la bouche de plein de spécialistes. Tout le monde attendait des réponses, donc c'est vrai que les complotistes se sont embrouillés là-dedans. C'est vrai que la période était vraiment compliquée à ce niveau-là. Mais par contre, pour ce qui est de l'homéopathie ou d'autres médecines alternatives, c'est vrai qu'on peut rencontrer plein de personnes qui sont à fond dedans et qui veulent pas se soigner pour des gros trucs et tout. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans ces médecines alternatives et qui jurent que par là. Et le jour où ils ont un cancer, qui se font quand même bien soigner, quoi. J'ai plusieurs cas autour de moi. Les gens sont pas complètement débiles, quoi. C'est marrant, ils s'accrochent à ces sciences, enfin ces médecines alternatives. Et derrière, bah quand leur médecin il leur dit non, il faut vraiment prendre ça, une chimio et tout ça, sinon vous allez mourir. Bah là, ils passent à l'action, quoi. Mais tant mieux. Oui, vas-y. Non, vas-y. Je sais pas si ça se vérifie par chez vous aussi, mais dans ma famille,
ceux qui ont j'ai remarqué ça, hein, peut-être que ça se vérifie pas à plus grande échelle, mais en tout cas, dans mes proches, j'ai vraiment l'impression que ceux qui ont les croyances les plus what the fuck, tu vois, genre oui, faire des câlins aux arbres ou lancer des mauvaises ondes à quelqu'un pour qu'il aille mal, j'ai l'impression que les gens qui ont des croyances comme ça très loufoques, et ben en fait, dès que tu creuses un peu leur passé, ils ont des passés mais hardcore de fou en mode viol, en mode agression quand ils étaient plus jeunes, ils n'ont pas connu leurs parents, tout ça. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui a une croyance qui me semble complètement what the fuck, eh ben, j'essaie de lui poser des questions sur son enfance, tu vois, mais tu sais, l'air de rien, tu vois, pas pour faire le mec. Et en fait, très souvent, eh ben, j'apprends en fait que dans leur monde, enfin, dans leur vie d'avant, eh ben, ils ont été complètement détruits, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est une manière pour eux de se créer un nouveau monde dans lequel de se rattacher à autre chose, quoi, de quelque chose de plus joli. Voilà, dans lequel tout est plus ou moins sous contrôle et dans lequel ils savent tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, et voilà, ils ont quelque chose, ils ont le contrôle sur quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas eu quand ils étaient plus jeunes, vu leur drame qu'ils ont vécu, le drame Je te rejoins totalement. Franck, t'es là, Franck est de retour. Pardon, j'ai eu une urgence familiale là, pendant 5 minutes, mais tout va bien. Ouais, ça va. Non, ils sont partis à l'hôpital, mais je suis en live. Ouais, dis-moi, Franck. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, Jordan, tu m'as fait penser à un copain à moi qui est vraiment qui coche toutes les cases de ce qu'on pourrait dire complotiste, quoi, parce que il vraiment tout, quoi. Il coche toutes les cases. Et quand je me suis pris la tête avec lui plusieurs fois via Facebook, mais du coup, on est musiciens tous les deux, et puis on est amenés à se croiser, à discuter, tu vois, puis on habite dans la même petite ville en Indre-et-Loire. Donc. Et en discutant vraiment avec lui, et en discutant pas de dossier, mais en discutant des raisons pour lesquelles il croyait ce qu'il croyait, en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce mec-là, il a été vraiment très, très blessé dans son enfance, notamment très déçu par l'aspect politique, parce qu'il y avait des raisons par rapport à ses parents de croire en de la politique, et ça les a détruits, ses parents, et donc il a une revanche à prendre sur la politique, et aujourd'hui, tout son discours, il vient de là, en fait. Donc moi, c'est quand je réécoute vraiment, vraiment ce qu'il me dit, et les raisons. Lui, il en a peut-être même pas conscience, en fait, mais quand tu écoutes, c'est très clair qu'en fait, il pense pas tant que ça que le climat, c'est un complot. C'est juste qu'il a vraiment envie d'être contre tout ce que la classe politique... il a une revanche à prendre là-dessus. Et donc sa revanche à lui, c'est une posture. Voilà. Donc moi, je peux arriver avec mes études randomisées en double aveugle tant que je veux. Hein. Ça n'a aucune prise. Oui, ça n'a aucun effet, aucun effet. Mais en tout cas, je suis ravi de voir que du coup, c'est cette histoire de background, ça s'est vérifié. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'une certaine façon, c'est Mandax qui avait fait, qui me l'avait mis en exergue. C'est beaucoup plus dramatique pour le coup, c'est beaucoup plus violent, hein, comme sujet. Mais c'est tous ceux qui pensent avoir eu des abductions ou qui voient des serpents et tout ça. C'est qu'ils ont vu des serpents sur leur lit quand ils étaient petits, en fait, pour de vrai. Et des serpents, pas de type vertébré, quoi. Oui. Alors je sais pas si on peut aller plus loin, mais Joe, il va pas. C'est le genre de mot que Joe il veut jamais dire dans ses vidéos, qu'il dit dans ses vidéos. On parle oui. C'est ça. Donc on parle de personnes qui ont vécu des attouchements, des choses comme ça, quoi, qui ont vu des phallus et tout ça, qu'ils devaient pas voir quand ils étaient tout petits. Oula, il a dit le mot. Et ils se créent des narratifs pour complètement échapper à ça. Ils ont vu des serpents, ils ont vu des extraterrestres, ils ont leur corps qui est devenu tout chaud et tout. Enfin, c'est violent, hein, quand tu fais le rapprochement entre les deux, entre le narratif complètement en dehors de la Terre et puis ce qu'ils ont vécu les gosses. C'est lourd. Hein. Et justement, Mandax, c'est Mandax dans une vidéo, dans un live où il prenait, il l'a pas fait beaucoup, il l'a fait 2-3 fois. Je sais pas si vous avez vu. Ils font des lives et puis des lives, le téléphone sonne, quoi. En quelque sorte, ils prennent des auditeurs sur leur Discord et ils leur racontent leur histoire ou ils leur posent des questions. Et justement, une fois, il y avait une nana qui avait raconté ça et directement, Mandax d'ailleurs, il était avec, tu te rappelles, Franck, le mec et la nana là des Crop Circle là. Francine Cordier et ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, et eux justement, donc ils étaient là dans le live et tout de suite ils ont dit à la personne, écoutez, il faudrait appeler directement telle association et tout ça qui vont vous aider parce que voilà, c'est connu, quoi. C'est des choses vraiment connues. Il y a déjà des organismes pour gérer ce genre de personnes qui font des déclarations d'extraterrestres, quoi. Une nuit réveillée pendant les vacances de 2014, une main, voilà. En fait, j'ai vu une lumière tout d'abord et ils m'ont dit de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux et j'ai senti une main, 3 doigts qui se sont posés sur mon front et j'ai totalement paniqué. Et le matin, en fait, je me suis réveillée avec pensant que quelqu'un m'avait violée, en fait.
Et en fait, pas du tout. J'ai beau parler avec eux la nuit, enfin c'est très bizarre que ça soit passé la nuit et tout. Et en fait, les expériences ont continué après. J'ai eu d'autres expériences du même type, mais là avec personne dans la chambre, quoi. Quand vous dites ils m'ont dit de fermer les yeux, est-ce que vous vous souvenez si c'était une voix masculine ou féminine? Moi, c'était une masculine. 3 doigts sur le front. Comment avez-vous pu compter les doigts sur le front? Parce que je les ai sentis, c'est comme si j'avais fusionné littéralement avec eux. D'accord, fusionné. La lumière, il n'y a que vous qui l'avez vue. Oui, il y a que moi qui l'ai vue. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez me la décrire? Elle était blanche et froide, et moi j'étais très froid comme ça. Et quand ils m'ont touchée, j'ai eu très 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 chaud. Je sais pas comment vous dire ça, c'était assez exceptionnel. Et j'avoue que le lendemain, j'ai eu très très peur. C'était très lumineux ou pas? Ouais, très lumineux. Je voyais même plus la chambre. Je voyais des corps, des humanoïdes. C'était très très spécial. À part nous, ce soir, à qui en avez-vous parlé, s'il vous plaît? Au CRO France. D'accord, donc c'est bon. C'est parfait. Alors, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin alors. Vous êtes en bonne main. Voilà, c'était la bonne ambiance du live du lundi soir. Donc ouais, si tu as un background très chelou, il y a de fortes chances apparemment que tu vires dans des croyances cheloues après, quoi. Ouais, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je sais pas. Et alors Franck, qu'est-ce que t'en dis, toi, ne pas laisser passer quand t'es à table avec des personnes, des familles, des amis, ne pas laisser passer à l'oral une contre-vérité qui est énoncée par quelqu'un? Tu laisses couler ou t'apportes la contradiction? Le contexte. Je disais en début de live que maintenant c'est une habitude, une hygiène de vie presque que je me suis mise, de réfléchir, de prendre 1 ou 2 minutes, de me dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et ça dépend vachement du contexte. Et est-ce que ça vaut pas le coup de toujours apporter la contradiction sans vouloir rentrer dans le débat, juste pour énoncer la contradiction, pas à la personne qui te dit la contre-vérité, mais aux autres autour? Je sais pas ça. Alors, moi, mon caractère fait que c'est pas un super pari parce que je suis un peu jusqu'au boutiste. Moi, quand je m'engage dans un truc, j'y vais vraiment à fond. Et donc, si je choisis de pas y aller, c'est plus facile pour moi de pas y aller du tout plutôt que d'y aller, de commencer un argumentaire et de me retirer après en me disant voilà, j'ai juste posé une petite pierre, comme on dit, j'ai planté une graine. Ça, c'est vraiment dur pour moi, quoi, d'arrêter un truc en cours. Et ça, c'est mon caractère. Et puis en plus, quand j'y réfléchis, je sais pas dans quelle mesure c'est pas contre-productif, justement, de pas aller au bout. Parce que si tu arrives avec une contre-vérité et toi, tu balances ce que toi, tu crois être une vérité, donc tu essayes de sourcer le truc et de dire non, vous avez tort parce que nanana, et qu'après, t'arrêtes parce que tu veux juste planter un truc. Si après, il y a une demi-heure de contre-argumentaire sur ce que toi, tu viens de dire, est-ce que au final l'impression qui s'en dégage c'est pas ah ouais bon bah en fait il avait pas tant à dire que ça, finalement ses arguments ils ont pas l'air très solides parce qu'en fait il a pas tenu le truc, quoi. Ouais, possible. Ouais, c'est sport, c'est sport. Dans ce monde de la contre-vérité avec les réseaux sociaux et tout, c'est des fake news et compagnie, c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Hein. Et puis la plupart du temps, quand on débat dans la vraie vie, bah, c'est avec des amis, c'est avec des proches, et on n'ose peut-être pas aller au fond des choses pour éviter que ça parte en cacahuète, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ce que je fais, tu vois. Et puis il y a plein de gens, je sais que dans mon proche entourage, il y a plein de gens qui veulent plus débattre avec moi. Bon, après, moi, je suis peut-être beaucoup trop violent dans mes débats, hein, mais c'est vrai qu'ils évitent tous les débats, quand tu peux plus débattre, c'est dommage, quoi. Ouais, enfin moi je m'en porte beaucoup mieux, franchement. Je suis beaucoup plus serein quand je vais dans des restos ou dans des repas de famille. Maintenant où ça discute pas, ouais, enfin ça discute pas de trucs. Ou en tout cas je prends pas part à la discussion, quoi, j'écoute. Après ça énonce des platitudes si on peut pas débattre. Oui, mais c'est pas grave, on passe un bon moment. Ouais, non, mais vas-y, Franck. Une des façons de répondre à ça, c'est dans ces cas-là, moi j'aime bien parler de moi. C'est peut-être un peu égocentrique, mais au moins, quand toi tu parles de tes croyances et des raisons pour lesquelles tu as laissé tomber une croyance qui t'était chère à toi, bah, au moins pendant ce temps-là, les autres ils se sentent pas acculés, quoi. Ah ouais, c'est pas mal comme technique, j'approuve. Ouais, bravo Franck. Ouais. Quelque chose encore à dire sur l'esprit critique, messieurs? Non, c'est bon. Non, vous avez à peu près résumé. Non, je vais pas. C'est bon pour moi. Est-ce que Quentin, t'es là encore pour 8 minutes, si je dis pas de bêtises? Est-ce que tu veux nous faire part d'une œuvre de pop culture, un livre, un film, une vidéo, une chaîne YouTube, à part celle de Geek Concept? C'est vrai que j'avais pas pensé aux chaînes YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait comme découverte? C'était pas con ça. Ça c'était une très bonne
C'était. Alors moi, en ce moment, mon gros délire, c'est l'intelligence artificielle. On n'a pas le droit d'en parler pendant un mois sur ce live. J'en ai trop Ah ouais, parlé c'est interdit. la dernière fois. Ah, pardon. Mais si, non, mais pardon. vas-y, je rigole. Je suis ravi, je suis aux anges. Si vous êtes anglophone, moi je vous conseille la chaîne de Matt Wolf, qui fait une revue d'actu toutes les semaines sur l'IA. Alors Matt, ouais c'est ça, mais en YouTube du coup. Alors ça c'est son Twitter et je pense qu'en voilà, en dessous de sa chaîne YouTube. Donc ouais, moi j'avoue que avant ça allait un peu dans tous les sens, je savais jamais aller. J'avais l'impression de revoir 1000 fois les mêmes news et je trouve que lui fait un super job et il est hyper réactif. Donc ça aide pas mal à rester up to date. Voilà, bah, ce sera ma reco. Sinon non, je regarde quasiment plus de séries. Plus de séries, pourquoi ? Je sais pas, j'ai lâché l'affaire avec les séries. Trop chronophage ? Non, pas du tout, parce qu'en échange, je vais regarder des documentaires ou même des jeux télé. Oui, donc c'est pas forcément mieux, oui. Non. Donc non, pas, pour ce soir, pas de reco particulière pop culture, si ce n'est Matt Wolf, qui a été une très belle découverte récemment. Bah écoute, je risque d'aller bouffer ça parce que bon, le sujet m'intéresse particulièrement. Et toi, Franck, l'intelligence artificielle, ça te botte ? Attends, je remets mon micro parce que je mangeais. Oui, ça me botte. Ouais, grave. Je trouve ça dingue. Je disais à un copain pas plus tard que ce matin que bon, moi, j'ai le privilège d'avoir connu le monde sans Internet et je me souviens de cette époque de 96-97 où ça commençait à arriver, où il y avait vraiment deux camps, quoi. T'avais les gens qui disaient ouais, bon, bah, c'est quoi ? C'est une page de texte qui s'affiche sur un écran, quoi. Et puis, tu avais l'autre équipe dans laquelle moi j'étais, quoi, qui disait mais attends, non, là, je pense qu'on se rend pas compte de la révolution que ce truc-là va engendrer sur la société. Et d'ailleurs, en vrai, maintenant, je me rendais même pas compte moi-même que je me rendais pas compte. Tu m'étonnes. Et je pense vraiment que on est à peu près au même stade là avec l'IA. C'est un pari que je fais. J'ai l'impression que je me revois en 97 à l'orée d'un grand changement sociétal que maintenant qui s'appelle plus Internet mais les IA, quoi. Ouais, c'est le grand changement risque d'être, enfin, on ne sait pas où est-ce qu'on va, hein, mais il risque d'être encore pire que le bouleversement qui a été Internet, qui a déjà été un bouleversement, mais juste faramineux. Complètement Internet. dingue, bah oui. Je veux dire, en 30 ans, le monde a tellement changé grâce à Internet, quoi. Enfin, particulièrement Internet. Après, il y a d'autres technologies. Mais... Et toi, Jo, tu te rappelles du monde sans Internet ? T'étais trop petit ? Oui, non, bah quand même, j'ai connu les cybercafés, moi, et voilà, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore la ADSL chez tout le monde. Donc, tu m'étonnes. J'avais même un ordinateur à 10 ans, je crois. Donc, quand j'avais 10 ans, j'ai 37. Quand j'avais 10 ans, aucun enfant dans mon village n'avait un ordinateur, tu vois, j'étais le seul. Et je m'en souviens, d'ailleurs, j'avais pas Internet forcément, mais je passais mes journées à prendre des prospectus dans la rue. Je les ramenais chez moi et j'écrivais sur un document Word, je les réécrivais et j'étais content. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un ordinateur à 10 ans, mon gars? Il y avait pas de jeu aussi, il y avait Dune sur disquette, je me souviens, mais c'est tout. The Battle for Arrakis. Dune, The Battle for Arrakis. Premier RTS, un des tout premiers RTS. Ouais, et du coup, les premiers jeux sur PC que j'ai joué, c'est Dune, j'ai jamais réussi à le finir d'ailleurs. Je l'ai fini sur Mega Drive. Et tu voulais que je parle d'une œuvre, c'est ça? Bah ouais, si tu veux, ouais. Si t'as vu quelque chose d'intéressant. Hier, j'ai fini en larmes sur mon canapé comme un Ah ouais? Ouais, mais je suis trop sensible, moi, avec cette connerie là. Un film Netflix, ça s'appelle Just Mercy. C'est dans les années 90, il y a une affaire d'un mec qui aurait tué une blanche, un Renoir qui aurait tué une blanche qui est arrêté. Et bon, en fait, tu comprends rapidement que le gars, il a rien fait. Et donc, tu as un jeune, toujours un Renoir, un avocat, qui arrive dans ce comté-là et qui décide d'aider ce mec-là qui a été accusé à tort et qui est dans le couloir de la mort, tu vois. Et en fait, pendant le film, tu te rends compte que... En fait, tu spoil pas, tu spoil pas. Parce que pendant le film, tu te rends compte que ça commence à... tu veux pas que je spoil? Bah non, c'est le principe. Si tu recommandes une œuvre, évite de la spoiler, quoi. Ah, ok, d'accord. Ben, en fait, c'est basé sur une histoire vraie, mais en fait, c'était dans les années 90 et je me suis dit, mais en fait, il y en a certains qui sont tellement énervés contre le racisme, mais en fait, je comprends, en fait. Quand tu vois des histoires comme ça et que ça remonte seulement aux années 90, tu te dis, mais ouais, en fait, il y en a qui veulent faire la chasse aux racistes, mais en fait, ouais, quand tu connais tout le background de cette mascarade-là, tu te dis, ok, ouais, je comprends qu'il y en a qui sont énervés contre ça, vu les dingueries que ça a engendré, quoi. Enfin, bref. Surtout quand tu connais le ratio de personnes noires en prison aux États-Unis. Oui, voilà. Par rapport aux personnes blanches. Ouais, en
en plus, mais vraiment, là, pour cette affaire-là précise, waouh, chaud, vraiment. Je me suis retrouvé à sangloter vraiment en mode. À la fin, tu vois. Ouais, mais t'es un fragile, Joe. C'est parce que t'es un fragile. Tout le monde sait ça. Je suis un peu. Il est déconstruit, je suis déçu. Toi, quand tu dis t'es confus, en fait, tu es confus. Et puis à la fin. Il est quantique. Non, mais ça donne encore plus de poids au film que tu viens de voir parce qu'à la fin, il te montre les vraies personnes. Ah bon, d'accord. Non, j'ai cru que t'allais spoiler. En fait, c'était le rêve du chien. Non. C'est ça qui t'a touché. À la fin, il te montre les photos des vraies personnes. Ouais. Et du coup, ça donne encore plus de poids à ce que tu viens de voir, quoi. Tu dis, ah ouais, il existe et tout. Et ils te disent, ils t'écrivent ce qu'ils sont devenus. Et vraiment, franchement, quoi, respect à cet avocat, quoi. Respect à lui, respect. Ça me donne des frissons rien que d'en reparler. Je l'ai vu hier, vraiment. Donc, Just Merci sur Netflix. À voir, vraiment. C'est mou, mais vu que c'est. Enfin, tu vois, t'as pas d'action. Ouais, mais c'est prenant. Voilà. Mais c'est prenant parce que c'est basé sur une histoire réelle, quoi. Et les trois protagonistes qui sont dans le couloir de la mort, et ben, à la fin, t'apprends que, en fait. Non, mais t'apprends qu'en fait, juste, ils sont vrais, quoi. Ils ont vraiment existé. Ouais, d'accord, ok. C'est pas, ils ont pas juste mis l'accent sur un mec et ils ont rajouté 2 autres protagonistes histoire de donner un peu plus de saveur à la série. Non. Tous les protagonistes que tu vois sont vrais, sont dans le couloir de la mort, ils sont vrais et tout ce que quand tu regardes la série, tout ce que tu vois qui leur arrive pendant la série, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et t'apprends ça à la fin, tu te dis ah ouais mais non mais c'est pas possible. Et là j'étais vraiment j'étais pas bien hier. Donc y a voir quoi. Un film qui touche, qui tire sur la corde sensible. Mais c'est souvent sympa les films avec les histoires d'avocats et tout ça, c'est toujours prenant. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est intéressant. Et toi Franck, des œuvres à conseiller? Ouais, moi j'ai une Bible, moi. Tu vois, dans le sens où tu sais les croyants ils disent j'ai pris la Bible, j'ai pris un endroit au hasard et ça me parle. Moi j'en ai un livre comme ça, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est formidable. C'est extraordinaire. Ce film, ça a été adapté en film, mais je veux même pas le voir. Je l'ai lu peut-être 30 fois ce livre. C'est ma Bible. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui a été élevé par un peuple espagnol qui s'appelle les Comprachicos. C'est un peuple de circassiens nomades. Et du coup, le truc, c'est de déformer les visages des enfants pour en faire des monstres, tu sais, des bêtes de foire. Et donc, lui, son visage a été déformé parce pour qu'il rigole tout le temps. Et donc, on lui a mis des attelles donc c'est immonde comme seul Victor Hugo peut le décrire. Ça raconte à quel point l'être humain, il peut faire des horreurs. Et donc, il grandit avec ce sourire qui est figé et qu'il peut pas enlever parce qu'il a été construit comme ça. C'est une bête de foire. Et c'est une histoire vraie? Non. Ah. Et bon, après, il y a une aveugle qui rentre dans l'équation, quoi. Et forcément, l'aveugle, elle joue un rôle, mais je veux pas spoiler parce que c'est magnifique. Je suis un énorme fan de Victor Hugo de base, mais là, pour moi, c'est son œuvre de génie parce que le scénar, il est pas ouf, en fait, quand c'est juste une histoire d'amour, hein, c'est tout, mais il y a des réflexions philosophiques qui sont complètement incroyables. Et tu dis, tu l'as lu 30 fois? En fait, non, parce que maintenant, je pense que complètement, je l'ai lu 7-8 fois. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Et des fois, je le connais tellement, même je suis en train de préparer un spectacle sur Victor Hugo, tellement j'aime ce mec. Et d'ailleurs, l'homme qui rit, là, il y a Naïve VS Expert qui dit ça a été inspiré du Joker. En fait, c'est Joker, du coup, ça, non? Ouais, absolument, le Joker. J'ai pensé à ça direct quand tu as dit ça. Donc, en Ouais, fait, le bien Joker vu, est inspiré de ça. En fait, dans ce livre, moi, il y a un peu comme toi, Jordan, hein, des fois, tu es submergé par l'émotion. Il y a des moments dans ce livre, je peux te donner des moments où vraiment j'ai posé le livre, où j'ai dit, bah là, je peux plus continuer de lire, là. C'est ce que je viens de lire, ça me... Ah ouais, d'accord. C'est vraiment très, très prenant. Et moi, ça match, peut-être pas avec tout le monde, hein, mais moi, ce livre-là, si tu veux résumer un livre... Franck avec Jordan X. Team gros fragile alors. Okay. Ah ouais. Moi aussi je suis très sensible. Ouais, tu me fais n'importe quel film, même les dessins animés où dès qu'il y a des belles images et de la belle musique, moi je pleure. Bah d'ailleurs quand j'ai été au spectacle des, tu sais là la patrouille. Non, tu sais c'est Ah, j'ai pleuré. J'en peux plus, arrête.
Non, tu sais, là où il y a des reconstitutions de bagarres, là, c'est un spectacle qui c'est le meilleur parc de France, même d'Europe. Le truc de Philippe de Villiers. Puis du fou, moi, à chaque spectacle, j'étais en larmes, quoi. Parce que, je te jure, mais mon gars, c'est le plus incroyable, beau il parc. paraît. Ouais, Je l'ai fait, le Puy du Fou, mais... Non, mais attends, pour te dire à quel point, moi, on me l'a offert pour Noël. Je lui dis, ouais, vas-y, ouais, vite fait, franchement, ouais, vas-y, vas-y. on va y aller, quoi, vas-y. Et mon gars, à chaque fois qu'il y avait un spectacle, la musique, les effets, tout était tellement magnifique que vraiment j'étais rempli d'émotions. Il fallait que ça sorte et du coup ça sortait en larmes et ma compagne à côté qui était à côté de moi elle rigolait, tu vois. J'ai dit mais ouais, c'est marrant parce qu'il y a des spectacles qui sont pas mal, mais c'est marrant que ça te touche autant ces spectacles parce que j'en ai vu un paquet et. Mais non, mais c'est pour dire à quel point je suis sensible. Super sensible, c'est marrant. Oui, genre, tu vois le spectacle de nuit à Disney là quand ils illuminent le château, qui font un dessin animé sur le château avec des jeux de lumière, des effets spéciaux, tout ça. Moi, ça me fait chialer. Tu vois. Mais Disney ils sont forts là-dedans. D'ailleurs, Franck, je compte sur toi. Je compte sur toi. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Putain, il faut trop que tu fasses ça. Une vidéo sur les musiques Disney parce que moi aussi, moi je suis. Alors, je chiale pas devant les Disney. Mais c'est les musiques de Disney me tirent sur ma corde sensible, un truc de fou furieux, quoi. Je suis fan de musique de Disney, alors que musicalement, je trouve ça assez riche, donc j'attends l'analyse experte de Franck. Mais ouais. Donc c'est pourquoi Franck? Je suis débordé là. Je peux pas, si je m'engage à un truc. Non, parce que tu vois, le truc que t'aimais bien là, les petites vidéos live que j'ai faites là en studio. Je suis en train de préparer un documentaire carrément là de 1 heure sur ça, parce que on est resté en studio pour préparer ce truc-là et ça a été filmé et ça me prend un temps de malade et j'essaye de prioriser là-dessus. D'accord, je comprends. Oui. Donc Puy du Fou, Jordan X, c'était créé par Philippe de Villiers. Ouais. Oui, ouais. Personnage d'extrême droite, et il y a beaucoup de non mais c'est vrai, il est bien d'extrême droite. Attends, justement, et alors, c'est un parc à thème historique qui raconte l'histoire de France, mais c'est excessivement biaisé en fait. Il raconte des mythos. Des mythos, je sais pas, mais il y a plusieurs mythos dans. Je saurais pas te dire lesquels, mais au sujet de la Révolution française, quoi. Oui, alors peut-être, mais en tout cas, moi, et j'ai l'impression, comme beaucoup d'autres gens, quand on va là-bas, on va pour voir des spectacles, on va pas pour faire un cours d'histoire, tu vois. C'est pareil quand je regarde Viking, même si c'est basé sur des faits réels, je vais voir parce que j'aime bien le personnage. Je sais très bien que c'est romancé et que ça a été écrit par les gagnants, cette histoire de Viking. Et Jordan X regardera le premier live qu'on a uploadé sur Blaireau & Co. On parlait exactement de ça et on trouvait que c'était quand même problématique d'avoir des contre-vérités dans les films historiques parce que la culture des gens, la culture historique des gens se fait quand même beaucoup, malheureusement, et je me mets dedans, par les films historiques. Oui. Et donc tu tords la vérité et derrière tu mets des fausses idées dans la tête des gens, quoi, et c'est déplorable. Donc ça te dérange la Cléopâtre noire, j'imagine. On en a parlé, Jordan X, exactement, de la Cléopâtre. Attends, Matt, je peux rajouter un dernier truc? Je sais pas, t'as passé ton temps, Jo, c'est fini. Tu reviendras la prochaine. Mais bien sûr, Jo, bien sûr. Ouais, et il y a un dernier truc sur le Puy du Fou aussi, j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas si ça y est encore, je crois que c'était pas constant, mais en tout cas, c'était génial. Ils avaient creusé des tranchées, donc sous terre, t'avais un couloir, et en fait, Première Guerre mondiale. Ouais, Première Guerre mondiale. Ouais, et donc t'avais. Oh, c'est carrément violent, t'as des bruits d'explosion, à un moment t'arrives dans le couloir, t'es sous terre, t'as des bruits d'explosion, t'as des cris, t'as des bruits d'armes à feu, et t'as carrément un tank qui est tombé sous la tranchée, donc au bout d'un moment t'arrives, t'es obligé de te baisser pour passer sous le tank qui est tombé sous la tranchée, et en plus t'as des acteurs, c'est-à-dire que tu croises des gens qui sont habillés comme dans les années 1910 là, avec des armes et qui crient ouais on a un blessé, attention poussez-vous. Ouais, non, c'était vraiment pas mal. T'es là-dedans et franchement, c'est trop bien foutu, quoi. Vraiment. Et donc, pareil, là, j'ai pas pleuré, mais j'étais rempli d'émotions. Ah, mais c'était impressionnant. Non, mais c'est vrai qu'il y a des spectacles, enfin, des attractions qui sont vraiment cool. Hein. Ouais. Dans le même genre, celle-là, on l'avait fait avec mes nièces, je me rappelle, et elles sont rentrées à pied dans le truc et elles sont ressorties dans les bras des parents. J'avais même ma belle-sœur qui est ressortie, elle était pas bien, quoi. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et dans le même genre, t'avais l'attraction du bateau. Je sais pas si tu l'as fait. Le bateau, non. Ça reprend tu sais, les comment on appelle ça, les caravelles ou les grands bateaux des années 1500 ont traversé l'Atlantique. Et en fait, ça te replonge complètement dans l'ambiance de ces bateaux-là. Et t'as tout le plafond en fait qui bouge. Et ça te mime en fait le tangage. Et donc t'as tous les trucs qui sont pendus au plafond. Les décors sont fantastiques. T'as du faux jambon, t'as des tissus. Tu rentres dans des laboratoires. Tu sais, il y a des scientifiques qui étudient d'autres pays, quoi. Je te coupe, il y a Quentin qui veut partir justement. Ah d'accord. Fallait dire, Quentin. Oui, j'osais pas vous couper dans notre passion des on libère. Merci beaucoup. Quentin, merci à toi. Hein.
Bah, avec plaisir, au plaisir de refaire ça très prochainement. Ouais. Quand tu veux, hein, on te bientôt. réinvite, il n'y a pas de souci. Enfin, tu viens quand tu veux, de toute façon. Ouais, Gros ouais, bisous, avec Quentin. plaisir. Gros bisous, bonne soirée. Bonne soirée. à tous. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Ouais, donc dans cette attraction-là, puis je finis, il y a pareil, comme dans les tranchées, à la fin, tu arrives, t'as le bateau qui coule, et donc t'as des gerbes d'eau qui sortent du plafond, quoi. Ah ouais, trop Et, bien. et je crois bien immersif. C'est un truc de malade. Ah ouais, mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. Franck, parc d'attraction ou je passe sur ma culture pop? Vas-y, passe sur ta culture pop. Ma culture pop, est-ce que vous connaissez Greg Egan, messieurs? Non. Oula, non. C'est pas faux d'en avoir déjà parlé. C'est quoi, ça? Greg Egan, c'est un auteur de science-fiction. C'est un auteur de science-fiction. Le mec, il est pas connu, en fait. Ah, l'auteur est connu, Greg Egan, mais personne sait qui c'est. Parce qu'il a pas de photo. Il veut rester anonyme, quoi. Ah, Mais trop marrant. Ouais, on sait quand même qu'il est diplômé de mathématiques. Le mec, c'est un programmeur d'informatique. Et il fait donc des œuvres de hard science. Donc c'est de la science-fiction. Je sais pas si vous connaissez la hard science. La science-fiction bien dure, donc qui est très proche de la réalité des faits scientifiques. Et en général, c'est comme à l'époque le Jules Verne et compagnie. Ouais. En fait, il se colle au plus proche des découvertes scientifiques Ouais, je vois, les plus récentes. un titre là, axiomatique, ça me fait penser aux mathématiques, ça, axiomatique. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais. Et donc le mec, il a fait, alors je vais vous mettre le. Il a fait donc axiomatique, je crois que c'est des recueils de nouvelles qui sont sympas. Pareil, Océanique, recueil de nouvelles. Isolation, qui est relativement abordable. Ça se passe sur Terre et la Terre d'un seul coup est isolée par une bulle quantique. Et il voit toute la Terre voit tout l'univers qui s'accélère autour d'eux. Donc des millions et des millions d'années qui s'accélèrent alors que la Terre elle reste en temps figé. Mais pourquoi ils n'ont pas fait des films, ces trucs-là? Parce que c'est très complexe. C'est des histoires qui sont très complexes et très dures à lire. Tu donnes ça à Nolan, il t'en fait un livre. C'est pas faux. Donc axiomatique, Radieux aussi qui est sympa. Moi j'ai commencé par la Cité des permutants et en fait le mec il adore, parce qu'il touche à tout quoi. Donc physique, biologie, théorie de l'évolution, un petit peu de mathématiques, l'informatique, la physique quantique, les machines autoréplicantes, la théorie du tout aussi, qui doit lier plusieurs théories entre elles. C'est la théorie de la relativité avec l'unification de la relativité et de la physique quantique, je crois, la théorie du tout. L'intelligence artificielle, bien sûr, un petit peu de conquête spatiale. Et son gros domaine de prédilection, c'est la simulation en fait. C'est la virtualisation de la conscience. En tout cas, les notes sont dithyrambiques. Hein. Ouais, elles sont pas mal. Hein. Et je suis tombé donc moi sur ce premier bouquin c'était en 2000, j'avais 20 ans, et ça parle d'un scientifique qui crée un monde parallèle, quoi. Enfin, qui crée un monde virtuel et qui simule des consciences. Et c'est très technique, mais quand t'es à fond dedans, l'histoire est vraiment dingue. Par contre, c'est le mec qui est capable de te décrire pendant plusieurs pages des interfaces informatiques, quoi. Donc parfois c'est un peu lourd. Non, mais moi je suis en admiration devant ces gens-là qui, juste avec des mots, sans aucune image, arrivent à te projeter dans leur univers. Faire voyager, ouais, carrément. Incroyable. Donc Greg Egan, si vous aimez la science-fiction, mais faut aimer la science-fiction parce que c'est un peu sport. Bah Franck, ouais, je pense que tu peux apprécier. Il faut s'accrocher parce que j'ai un ami qui lit beaucoup, qui est ingénieur en informatique et lui qui a du mal avec Greg Egan. Donc c'est pour dire. Je me suis dit ouais, c'est trop bordel à lire. Et dernièrement, et je vous arrête et après j'arrête de vous embêter avec Greg Egan. Non, j'oubliais. Après j'arrête pas de vous embêter avec Greg Egan. Mais dernièrement, j'ai lu À dos de crocodile. Et l'histoire, elle m'a assez subjugué. C'est l'histoire de l'univers, enfin de la galaxie humaine, en peut-être dans 20 000 ans, en fait, quelque chose comme ça. Et donc les humains, ils se sont super développés. Comme c'est un univers à la Greg Egan, ça va de soi que les humains sont virtualisés ou pas, ils choisissent. Dans leur vie, ils choisissent d'être virtuels ou de revenir vers un corps humain et tout ça. Et l'histoire, elle suit un couple, un vieux couple, ça fait 10 000 ans qu'ils sont en couple. Et donc ils vont explorer le cœur de l'univers. Le cœur de la galaxie, je veux dire. Et c'est passionnant parce que ça te fait vraiment, enfin, c'est de la science-fiction vraiment poussée à l'extrême, jusqu'où peut aller l'imaginaire dans le futur, quoi. Ouais. Et comme c'est Greg Egan, ça reste d'une façon assez crédible, bien que ça soit de la spéculation sur plusieurs dizaines de milliers d'années, donc on a le temps de voir venir. Oui, et puis c'est des œuvres en général assez pacifiques, surtout celle-là, où t'as toute la galaxie, toute l'humanité qui est une hégémonie pacifique sur la galaxie, quoi. Et c'est assez beau, quoi. J'aime beaucoup ça. Et juste 2 petits liens, et après j'arrête avec Greg Egan. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a bien sûr Monsieur Phi qui connaît les choses intéressantes. Il connaît. Bah oui, bien sûr, parce que Greg Egan, c'est peut-être tout ce qui a trait à la simulation de la conscience. Oui. Donc c'est très philosophique. Et il a fait deux lectures. En apprenant à être moi et des raisons d'être heureux. Alors ça, c'est super facile à appréhender parce que c'est des lectures qu'il fait, donc il suffit de l'écouter. De mémoire, ça doit faire 20 et 40 minutes. Et c'est Monsieur Phi qui lit, donc c'est assez savoureux parce qu'il a une petite voix sympa, Monsieur Phi. Et c'est 2 œuvres, 2 petites nouvelles qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. La première, c'est que je dise pas de bêtises, c'est En apprenant à être moi. C'est justement un enfant qui explique comment on est en train de scanner son cerveau
pour virtualiser sa conscience en fait. Et c'est assez bouleversant à lire, c'est assez dingue. Et l'autre, c'est Les raisons d'être heureux, c'est pareil, un enfant qui a un cancer du cerveau. Et donc on lui met un implant et il apprend à gérer son implant pour régler son bonheur. Et on suit l'enfant pour savoir comment il choisit d'aimer telle ou telle chose, comment ça se passe avec les femmes et tout. Ah ouais. Et c'est très intéressant. Donc c'est de la science-fiction, mais très philosophique. Franchement, je vous conseille. Pour moi, je trouve ça vraiment savoureux. Ok. Voilà, c'était Greg Egan. Moi, ça va me plaire, ça. Tu lis beaucoup, Franck, à part Victor Hugo? Je lis moins qu'avant, mais ouais, je lis toujours un livre en cours, quoi. Mais pas énormément. Je lis. Tu lis quoi? Plutôt du roman, plutôt des bouquins intéressants? Moi, j'ai eu une grosse période science-fiction quand j'étais plus jeune. Vraiment, j'étais fan d'Asimov, tous ces trucs-là. Et là, en fait, depuis quelques années, là, depuis une dizaine d'années, j'ai du mal avec les romans, avec les séries, j'aime pas quand ça raconte quelque chose. Donc, je lis, mais tu vois, en ce moment, je lis le livre de Monsieur Sam. Ça me va. J'en ai marre de lire ou de regarder des histoires, des trucs qui se racontent. Ça m'ennuie très vite. Comme les séries? Moi, je suis un peu comme ça, moi. Tu parles que des livres les séries, non, les séries, je regarde aucune série parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ouais, là, carrément, super chronophage. Ouais, j'ai eu un problème de PC, comme tu sais, de virus. Là, j'ai pas pu travailler là pendant une semaine, c'était l'enfer. Donc je me suis dit, c'est le moment où jamais je vais regarder les séries dont on me parle là. Ça me gonfle, ça me gonfle. J'ai vraiment l'impression d'être sur mon canapé à perdre du temps à ce qu'on me présente des personnages, tout ça. Je suis pas client, je suis pas la cible. Moi, je suis de plus en plus dans ton sens. C'est-à-dire que j'ai bouffé énormément de films et de séries, même ces dernières années. Hein. Ouais. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'ai du mal à plonger dans des séries. J'ai plusieurs cas, j'ai 2-3 exemples où il y a des séries qu'on m'a conseillées, que j'ai commencé à regarder. J'ai fait, ouais, non, je regarde 3 épisodes. Et puis derrière, il me fait, mais non, mais Matt, accroche-toi. Et je suis obligé de regarder 4-5 épisodes pour vraiment accrocher. Et derrière, souvent, je le regrette pas, parce que c'est vrai que c'est des bonnes séries, mais j'ai vraiment du mal à plonger dedans, quoi. Mais accroche-toi, ça, c'est des trucs qu'on me dit souvent aussi. Mais les gars, s'il faut attendre 4 épisodes pour que ça commence à devenir. Et moi, c'est 4 heures, les gars, moi. 4 heures, tu sais tout ce qu'on fait en 4 heures. Oh. Ouais, non, mais carrément, oui. Là, j'ai essayé Sense8. Tu vois, tout le monde m'en parlait, même il en a parlé. Ah, si, j'ai regardé 4 épisodes. Mais c'est vrai que c'est long à se mettre en place. C'est tellement lent, putain. J'ai autre chose à faire, les gars. Et toi, Jo, les bouquins? Non, moi je lis plus quand je lis très peu, mais quand je lis, c'est des bouquins, tu sais, genre Apocalypse cognitive, Gérald Bronner, pas des romans, quoi, tu vois, des trucs qui peuvent t'expliquer, qui peuvent te donner une vision de la réalité qui se rapproche le plus, tu vois, de ce qu'on connaît de la réalité. Du coup, des livres qui peuvent t'apprendre des choses sur la réalité qui t'entoure, la théorie de l'évolution, les comportements humains. Ouais, donc des livres scientifiques, quoi. Ouais, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ils peuvent me donner des clés de compréhension, quoi. Bah moi, j'aime bien mélanger. En général, je fais ça. Je fais un livre intéressant, un roman. Un livre intéressant, un roman. Sinon, la seule série, moi, qui m'a vraiment bouleversé, c'est Breaking Bad. Hein. Je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois, du coup. Ouais. T'as vu qui est dans le chat? Non, qui? Bah, regarde. Ah oui, mais il est depuis un petit moment. Ah ouais, j'avais pas vu, je suis désolé. Non, mais c'est Nave. Non, je vais y arriver, désolé. Naïf VS Expert. Oh, c'est compliqué. Mon copain. C'est vrai, c'est ton copain, oui, parce que vous vous chamaillez souvent. Oui. Et Naïf, je sais pas comment il s'appelle, elle est super ta dernière vignette avec Jordan X qui est en. Ouais, mais il l'a supprimé. Oui, il l'a supprimé. J'adorais la vignette, Ouais, c'est vrai qu'elle était rigolote. Bon, les gens, on fait quoi? Bah, je pense que c'est terminé. Moi, je vais y aller, moi. Ouais, parce que c'est 22h50. Bon, on n'a pas du tout suivi le conducteur, mais c'est sympa. Pas grave. On regardera ça pour la prochaine fois. Bon, bah, c'était cool, les gens, vous avez aimé? Ouais, cool. Sans plus, une note sur 10? Ouais, non, franchement, non, une note sur 10, 8, moi j'ai bien aimé. Ouais, pareil. Hier, bah, vous êtes adorable. Ouais, moi j'ai bien aimé, c'était le kiff. Et puis t'as vu. Très bien animé, Matt. Ah, bah merci. J'avais Jo qui m'a aidé un petit peu. Oh, arrête. Et il y a Jean-Philippe, je sais pas s'il nous écoute encore. Ah, il est encore là, ouais. Si, t'as vu, je me suis pas fait insulter aujourd'hui, Jean-Philippe. Non, mais c'était assez chill, j'ai bien aimé, c'était cool. Ouais, c'était sympa. Bon, bah les mecs, vous savez ce qu'il reste à faire? Ouais, tu vois ton décompte là, c'est ça? Je sais pas comment on fait. Ah, il est sur pause. Ah, quel dommage. Pourquoi ça marche pas? Qui a été mené de main de maître pendant 1h30 et il craque sur les 10 dernières secondes. Ouais, c'est chelou. Ah, ça marche pas vraiment en plus? Bah attends, pourquoi il marche pas? On va être en live, ça y est, on va être en live jusqu'à la fin de. Les mecs, dans 30 secondes, ça va raider. Ok. Je sais pas comment on fait. Raid channel. Raid over. All channel. Vous avez un channel, vous avez, parce qu'il vous reste 20 secondes. Vous savez qui on raid? Non, bah, j'en sais rien, moi. Je connais pas Twitch. Ouais, Twitch, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Va raider, je sais pas, le point Genius.
Ouais, qu'est-ce qu'il est en live lui Il faut qu'il chrétien en live. Bon les mecs, il reste 10 secondes, c'est la fin du live. On se retrouve demain soir en live avec Jean-Philippe et je sais plus qu'est-ce qui vient demain soir. Je vous embrasse messieurs. À bientôt pour le prochain live.